Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce vendredi 18 septembre de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Au cours de cette édition, nous allons justement décrypter l'information et bien sûr, puisque c'est le week-end, nous allons vous souhaiter bon début de week-end à toutes et à tous. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bien bienvenue à cette dernière édition de la semaine de DBS Matin. Mesdames, mousquetaires sont là ce matin pour la revue de presse. Mangevé Nashus, good morning and welcome. Good morning, Steve. Good morning to our viewers who are watching us from out of the country. Steve, I will take this opportunity to, indicate a faithful viewer. He has been watching us from the United Arab Emirates. He's called Prince Will Mulu. He has been watching us every morning and indicating that he is there. Hope that he's watching us this morning. Eh bien, on espère également qu'il nous regarde ce matin. Bienvenue à lui, celui qui nous regarde depuis l'Émirat Arabe Uni. C'est ça, les Émirats Arabes Unis. J'espère bien. Bon, j'espère que vous avez bien dormi. Steve, I'm doing fine. Et que vous vous êtes bien réveillé. I'm doing fine. Bon, d'accord, nous sommes le vendredi. Actually, yeah. J'espère que vous savez que nous sommes le vendredi. En tout cas, bon début de week-end à vous. Thank you, Steve. Alain Dior, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer ceux qui nous regardent du côté de Loum, précisément du côté de Loum Chantier. Loum Chantier. Loum Chantier. Ah ouais, vous connaissez quelqu'un à Loum Chantier finalement. Je connais déjà partout dans le territoire camerounais. Eh bien, ceux qui nous regardent à Loum Chantier, vous également, vous êtes les bienvenus. Vous êtes d'ailleurs très nombreux de par le monde à nous regarder en Europe, aux États-Unis, en Asie. On vient de nous dire également aux Émirats Arabes Unis et dans toute l'Afrique entière. Et vous êtes toujours avec nous. Messieurs, si vous êtes là ce matin, c'est pour la revue de presse. C'est l'information traitée par nos confrères de la presse écrite. Eh bien, la première partie en langue anglaise avec Mangevé Nashus. For this Friday, the 18th day of September 2020, we begin with this edition from the Guardian Post newspaper on page 3, saying government's fire for fire approach could backfire. Analysts say Yaoundé has learned nothing and forgotten nothing from the failed military option in handling the Anglophone crisis that has since morphed into one of the most deadly internal armed conflict in Africa. But Ngole and Famdongo fire back, saying the state can't look away while the MRC party engages hidden agenda to destabilize the country. Still on page 3, the paper tells us that an appeal court in Yaoundé upholds life sentence for Sissoko Ayuk and co. when the appeal to reverse the sentence passed by the military tribunal in August 2019 was dismissed yesterday. It is the same story Logidion newspaper has as their major story, telling us that appeal court upholds life sentence of frontline separatist leaders. The paper about the planned September 22nd manifestation says bike riders in Douala to denounce manipulation by the CRM party ahead of the protest march. Cameroon Tribune newspaper is still dealing with issues related to regional elections, and today, looking at potential candidates to the election, says this will be a decisive weekend as various political parties are finalizing things in their respective headquarters in view of depositing complete files at various Elekam branch offices. Latest Tuesday next week, as we read for details on pages 6 to 7. Then on pages 16 to 17 about biometric passport, the Delegate General for National Security yesterday signed a contract with a German company which promises to produce the passport in 24 hours. We take the Voice Weekender newspaper on rising discontent on page 3, says Catholic clergy come on board with the Episcopal Council chair tackling unethical regime dangerous practices, and Monseigneur Samuel Kleda frowning at the CPD and state party policy. In their news commentary, the paper looks at justice for Anglophones and Francophones, saying one quote, two scales. On page 5, we read that government has ignored calls for the release of Anglophone students
sentenced in 10 years over Boko Haram SMS joke, but releases Francophone students arrested for leaking baccalaureate exam questions. Le Jour newspaper on pages 2 to 3 tells us that justice system in Cameroon is looking at what the justice system in Cameroon is reproaching Mbengue for at the Special Tribunal Court. Then on page 5, the paper talking about the incident in Kribi, where a divisional officer killed his girlfriend, says Frank Derlin Eyono Ebanga is not in prison. He is being held at the Gendarmerie Légion in Ebolova. La Revue du Patriote, a weekly publication looking at Kamto's call for insurrection, says Kamto is giving a hammer that they should break the stores of his brothers. On page 3, the paper says the president of the MRC party is looking forward to mobilizing his troops to disrespect state institutions. This is a true attack on the security of the state, as the paper tells us on page 3. Then still in politics on page 5, we read about the upcoming regional election, and the paper says the CPD and bigwigs are trampling on Biya's secular letter. On election issues, still, Info Matin newspaper tells us that a Tundingwa is in a transparent mode in the Young and So division. The man known to have solutions to difficult situations, head of the divisional delegation in charge of selecting candidates for the CPDM party in that division, has been working since Monday in a very open and straightforward manner, as we can read on page 3. From South Africa, we begin African papers with the Sowetan Live newspaper informing us that the tourism sector in South Africa has welcomed government's decision to reopen international travel, but called for the state not to proceed with its banning of travelers from countries troubled by COVID-19 pandemic. The paper tells us that the president announced this week that international travel will be allowed from October 1. East of Africa, the Daily Monitor newspaper in Uganda says the Uganda Prisons Services yesterday dispatched a team of investigators to establish the cause of prisoners escaping from Moroto government prison. The Uganda Prisons Service spokesperson said this was a strange incident in Uganda where prisoners escaped with arms. In Kenya, the Nation newspaper reports today that the Ministry of Foreign Affairs is seeking at least 5 billion shilling annually for 15 years to buy properties, which will cut on the amount of money spent on rent for foreign missions. The ministry says it has developed an acquisition plan which will see it buy at least 3 properties per year to reduce the rental expenditure, which currently stand at 3 billion shilling annually. We go out of Africa to Britain with the Times newspaper that says chaos and inefficiency in COVID-19 testing labs as a system is struggling to cope. This was revealed by scientists. We end in Scotland with the Scotsman newspaper that talks of avoiding cross-border trips as Southern Scots were warned. Thus, we have in today's edition of the Scotsman newspaper in Scotland. Steve, these are some of the information that we could have for papers home and abroad this last day of the week. Justement, c'est le dernier jour de la semaine de DBS Matin. Et merci en tout cas pour toutes ces informations traitées par nos confrères de la presse écrite camerounaise, africaine et internationale. Ce matin, on va revenir d'ailleurs sur la grande une de la revue du Patriote Hebdo qui titre ce matin appel à l'insurrection. Kamto donne le macto pour casser les magasins de ses frères. C'est pas moi qui ai écrit ça à la une du journal. Ça fait sourire d'ailleurs. Jackson Jock ce matin. On va également retenir la grande une de The Guardian Post ce matin qui parle de la manifestation nationale annoncée par le MRC, l'approche du feu du gouvernement par le feu justement. C'est ce que nous fait savoir d'ailleurs le journal qui pourrait se retourner justement contre vous. Si vous venez par le feu, eh bien le gouvernement pourrait également utiliser le feu pour que cela se retourne justement contre vous. En tout cas, Fire for fire, comme dit dans The Guardian Post ce matin. Allons voir justement ce que nous ont réservé les journaux et quotidiens dans la langue de Molière avec Jackson Jock ce matin.
À la une du quotidien Cameroun Tribune, candidature au régional, week-end décisif. Selon le journal à capitaux publics, l'heure est à la finalisation des listes au sein des états-majors dans la perspective de leur dépôt au niveau des débats départementaux de l'ECAM au plus tard mardi prochain. À lire dans les colonnes du même journal, affaire FECAFOOT, Ligue de football professionnel, le MINICEP en conciliateur, une réunion tripartite entre Nassil Mouel Kombi, Seydou Bobonjoya et Pierre Semingue a eu lieu hier du côté de Yaoundé. Objectif était de trouver un terrain d'entente après la sentence du TAS réhabilitant la Ligue pour l'organisation des championnats professionnels, nous fait savoir le journal. Le journal La Revue du Patriote indique que le professeur Kamto donne le marteau pour casser les magasins de ses frères dans son appel à l'insurrection. Pour le journal, le pseudo-président du MRC compte mobiliser ses troupes pour le non-respect des institutions républicaines, une véritable atteinte à la sûreté de l'État. En page 5 du même journal, on peut lire « Élections régionales, les cadres du RDPC piétinent la circulaire de Paul Biya ». Plus que lors des dernières législatives et municipales et en dépit des récentes sanctions, les opérations en cours s'apparentent justement à une bravade contre la hiérarchie du parti. Info Matin nous renseigne que Tundingoa est en mode transparence dans le Nyong Eso. Selon le journal réputé homme à solution aux situations difficiles, le président de la commission départementale de réception et d'analyse des candidatures à l'investiture a donc une fois encore marqué les esprits lundi en Balmayo par son ouverture et sa droiture. Ces qualités ayant permis que les travaux se déroulent sans éclat de voix. Un exploit dans une localité reconnue difficile, voire cruelle. Le journal Essinga nous fait savoir que le gouvernement entretient le flou dans la gestion financière du Covid-19. Le journal pense que, en l'absence du mini-santé qui s'est fait représenter et du mini-FI qui n'était pas convié, le Minicom et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi et ses copanélistes n'ont pas livré la moindre information dans le bilan des 6 derniers mois lors de la conférence de presse donnée donc mercredi 16 septembre dernier. Le journal essentiel du Cameroun titre « Hôpitaux militaires, 70% des malades sont des civils ». Au Cameroun, la santé militaire est au cœur du dispositif institutionnel, aussi bien pour les militaires qu'en faveur des civils. Pour les interventions, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec un plateau technique de qualité et des frais accessibles. Cette position stratégique lui a valu son intégration depuis le 27 août dernier au sein de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Le journal Éco-Santé donne la parole au docteur Prosper Hiak, président de l'Ordre national des pharmaciens, qui dit, et je cite, « Les pharmaciens attendent le quitus du ministère pour organiser les élections. » Pour le bureau sortant du Conseil de l'Ordre ainsi que tous les pharmaciens, toutes les conditions sont réunies donc pour l'organisation des élections avant la fin de l'année. Les regards restent tournés vers le ministère. À la une du quotidien Mutation, art et spectacle au rythme du déconfinement, avec justement quelques photos de ces artistes, entre autres Sergio Polo, Ulrich Takam, Katino, Moustique, le charismatique. Comment les artistes gèrent l'après-Covid, nous dit le journal. En tout cas, le journal Diapason est également en kiosque ce matin évoque les droits d'auteur et l'art musical et titre vers une nouvelle gestion. Sanfak Thomas et son équipe doivent donc déposer le bilan de la Société nationale camerounaise de l'art musical. Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidoumkwat, veut voir clair pour une nouvelle dynamique. Le quotidien Le Messager met Luc Messi à Tangana sur le grill. Selon le journal, le maire de la ville est accusé donc de s'arroger des pouvoirs indus sur la police municipale et la gestion des territoires en violation du code des collectivités territoriales décentralisées. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre « Intérim à Akasaga au Kinda ».
suite donc à la constatation de la vacance provisoire du poste de maire de Libreville par le gouverneur Serge Williams Akasanga Okinda. Premier maire adjoint a été donc désigné pour assurer l'intérim jusqu'à l'élection du successeur de Léandre Zoué, incarcéré. Au Congo, le journal Les Dépêches de Brazzaville nous fait savoir que l'université Marien Ngouabi ouvre ses portes la semaine prochaine. En effet, la reprise des cours dans certaines facultés de l'alma mater sera ponctuée par les évaluations. À la faculté des lettres, arts et sciences humaines, les doyens viennent de publier une note circulaire qui annonce justement la reprise des cours académiques lundi 21 septembre avec la session d'examen des premiers semestres. Direction la France avec le journal Au Monde qui parle de Ouaguar, Pékin, qui surveille justement jusqu'au cœur des familles. Selon le journal, la Chine a franchi un cap supplémentaire dans le contrôle et la mise au pas systématique de la minorité musulmane de la religion des Xinjiang. Le journal enquête sur une campagne d'envoi massif des cadres dans l'intimité des foyers Ouaguar pour épier les faits. The Geste. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui parlait justement des Verts au pouvoir. Saint-Étienne, qui n'a plus gagné à Marseille depuis 41 ans, a surtout signé un succès en autant de matchs qui lui permet donc de prendre seul la tête de la Ligue 1. Marseille 0, Saint-Étienne 2. Voilà le score du match qui s'est tenu hier du côté de Marseille, Steve. Bah oui, c'est une bonne nouvelle pour les Verts. Hein. Ça, il faut préciser par ailleurs que c'est l'une des équipes les plus en vue du côté de la France. Ça, il faut préciser, oui. Ah, non, pas actuellement. Il faut préciser par ailleurs que c'est parmi les équipes les plus prometteuses et surtout enfin, je pense qui a remporté plus de trophées en France que les autres. Donc c'est normal que les Verts gagnent quand même Marseille, c'est important. C'est important. C'est important. Et puis ils ont pris également la tête du championnat, c'est important également. Oui, je pense que ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu les Verts à ce niveau. Absolument, mais je pense aussi que, vous savez, ces équipes-là, ça commence toujours comme ça. C'est-à-dire que au début du championnat, elles sont très tonitruantes. Mais justement, à la fin du championnat, on se retrouve, en tout cas, on se rend compte que ces équipes sont au ventre mou du classement. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ne vous inquiétez pas. Je pense quand même que au départ, chacun, il y a des équipes qui commencent très tôt, très vite. Vous avez vu le cas avec Liverpool, vous vous rappelez d'ailleurs, hein? Oui. Très tonitruant dès le départ jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Ça peut être le cas également pour Saint-Étienne. Oui, mais Liverpool, c'est pas Saint-Étienne. Mais c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Saint-Étienne. Hein. Je voulais simplement dire que souvent, c'est cette logique que le championnat... Marseille a perdu, c'est normal que Marseille perde. Hein. On ne peut pas passer tout son temps à gagner. Oui. À domicile? Oui. Ah, mais c'est une défaite humiliante. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Le Vélodrome n'était pas en ébullition. D'accord. Messieurs, revenons en tout cas à la grande une des journaux et quotidiens qui nous intéressent ce matin. Appel à l'insurrection, Cam te donne le marteau pour casser le magasin de ses frères. Je me tournais vers Magué Vernachus. Actually, that's what we read in today's edition of La Revue du Patriote. Non, il ne faut pas on pense que c'est moi qui ai dit ça. Hein. No, actually, that's what I'm specifying. C'est la Revue du Patriote. Hein. That's what I'm saying. Hebdo. Yes, Revue du Patriote. Si jamais la réalisation, on peut nous montrer le journal. Yes. Voilà, je pense que voilà, vous l'avez. That is why I was specifying that it is La Revue du Patriote which is telling us that Kamto is giving a hammer so that they could break into the stores of his brothers. And Steve, when I read this paper... Il ne faut pas oublier également que sur la photo, Kamto a le marteau. Of course, I looked at it. I said, this is the power of Photoshop. Because I doubt whether Kamto really had a hammer in the hand. And I was saying that when you read something like this, you see where this, this call for this uprising, it is leading us to. There is this hatred, this idea about tribalism that is still continuing in the country. We know that most of these people who have most of the stores in our cities, perhaps in Douala and Yaoundé, there are those from the West region. Kamto is from the West region. And what La Revue du Patriote thinks is, if there is an uprising, they are going to break into these stores. Remember what happened here in 2008? They are going to break into the stores. And if they are breaking into the stores of most of them are from the West. These are the brothers and sisters of Kamto. And Kamto provoking this uprising. It is the simple logic that he is the one who has given the hammer so that they should break into the stores of his brothers and his sisters. And I think that with this is another form of condemning the uprising, Steve. Because once it starts,
we know the consequences that may lead us into. And like the paper says, it is another form of destroying the state security. You know that we are living at a time where security is one of the things that Cameroon cherishes, or that Cameroon is in dire need of internal security. At this time, country plagued with crisis from the north, crisis from the northwest and southwest, crisis from the east region. I think that internal security is what Cameroon needs at this time more than ever before, Steve. Eh bien, la sécurité intérieure va faire forcément son travail. Hein. Tangandji a prévenu que forcément que bon, ils seront sur le bon. On a parlé des abeilles. He's preparing his beehives and voilà. We are ready that he will bon, j'espère seulement que les gars qui vont marcher le mardi 22 septembre prochain savent également que les abeilles piquent. Les bees are there. Voilà. J'espère également. Steve, ça me fait rire ce matin. C'est une caricature qui fait justement rire. Mais il y a la substance. Dans le fond, il y a quelque chose. Oui. Un message qu'on est en train de passer. En réalité, on veut dire que, c'est-à-dire l'orientation que le MRC veut donner à ce pays, à cette marche, va être au détriment de nos frères qui ont les magasins et tout ce que vous connaissez. Et donc, il faut que ça s'arrête, parce qu'il y a des gens qui disent que non, oui, on va marcher. Ils ne savent pas que, en réalité, on peut marcher, mais on ne sait jamais à quoi cela peut tourner. Justement, il y a pas mal de personnes qui pourraient profiter de cette marche. Elle peut être même pacifique, elle peut être même très calme, mais certaines personnes pourront profiter justement, pour infiltrer, pour aller commencer à casser. Et ça, il faut préciser qu'il faut faire le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Il faut le dire, parce que le message ressort justement dans la revue du Patriote Hebdo pour nous faire comprendre que justement les magasins pourraient être vandalisés, ce qu'il ne faudra pas justement faire. Hein, ça, il faut également le dire. On espère tout simplement qu'il n'y aura pas de débordement si jamais il y a marche le mardi prochain, et on espère également que ce sera dans le calme. Messieurs, continuons toujours à parler de cette histoire renaissance de bon, je vais passer. Il y avait une information qui m'intéressait ce matin. On parle du tribunal criminel spécial, ce que la justice reproche à Mebungos. C'est le quotidien Le Jour qui en parle ce matin. Oui, absolument. Je crois que, je ne sais pas pourquoi les journaux s'intéressent beaucoup à l'affaire Mebingo. Il semblerait que ce monsieur a brassé beaucoup d'argent lorsqu'il était ministre, d'abord ministre de la Défense, parce que c'est beaucoup plus quand il était ministre de la Défense. On ne sait pas pourquoi on s'intéresse, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison. On parlait aussi des détournements de milliards de francs CFA. On ne sait pas pourquoi les journaux s'intéressent beaucoup plus à l'affaire Mebingo. Je vous rappellerai qu'il y a certains journaux quand même qui étaient très proches justement à Mebingo, donc forcément, oui, c'est leur droit. C'est leur droit, mais c'est pas que ce soit, il y a déjà les quotidiens qui sont habitués à cela tout le temps. Vous connaissez le journalisme au Cameroun, non? Oui, oui, mais c'est pas, en fait, je ne voudrais pas critiquer mes confrères, mais je voudrais simplement dire que il y a quand même quelque chose qui se cache derrière. À chaque fois, on parle de Mebingo, à chaque fois, on parle des détournements, des milliards. Mais puisque l'affaire est pendante en justice. Oui, l'affaire est pendante, mais plusieurs affaires sont pendantes en justice. C'est pas seulement son affaire. Pourquoi c'est son affaire seulement qu'on met en avant? Donc vous vouliez qu'on parle de vous également? Non, mais moi je ne suis pas en prison, je n'ai pas détourné les milliards. D'ailleurs, je ne suis pas un membre du gouvernement. Et donc, il y a les membres du gouvernement. Il y a par exemple l'affaire de celui qui était Amadou Vamoulke, qui est là depuis, et que à chaque moment, il y a des gens des ONG, la société civile, qui à chaque moment, on demande sa libération. Il y en a, ils sont plusieurs là-bas incarcérés depuis. Pourquoi seulement lui? Bon, je peux comprendre. Vous me parlez quand même des gars, mais on ne demande pas sa libération. On dit juste ce qui se passe. Oui, mais je dis aussi, qu'il y a un événement, alors je suis d'accord avec nos confrères. Une autre information. Ils peuvent communiquer, pour que les gens sachent, parce que c'est quand même une affaire de milliards de francs CFA détournés dans le trésor camerounais. Maintenant, il ne faut pas que ce soit deux poids, deux mesures. Il faut que si on veut communiquer pour Mebingo, qu'on communique aussi pour les autres. Là, ça va montrer un peu de neutralité, mais on ne peut pas être à chaque moment, on nous montre ce que la justice reproche à Mebingo, ce que tel reproche à Mebingo. Bon, c'est leur droit, mais moi je pense qu'il faut essayer d'équilibrer tout ça pour que les gens ne se sentent pas frustrés, parce qu'il y a des gens, je vous assure qu'il y a des gens qui sont incarcérés là-bas, depuis on ne parle même pas d'eux. Vous voulez leur donner un blanc-seing? Ces personnes qui sont incarcérées dans ces prisons-là, vous leur donnez un blanc-seing? Non, pas un blanc-seing. Je parle de l'équitabilité au niveau de la gestion de l'information. C'est ça mon problème. On vous a compris parfaitement. Messieurs, revenons toujours sur cette affaire. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure justement de la grande une de mutation art et spectacle au rythme du déconfinement. On espère tout simplement que les choses commencent à rentrer dans le bon ordre.
Actually, Steve, when you look at what Mutation newspaper is telling us, they are looking at some artists the way, with this issue of COVID-19 pandemic and isolation. It has been quite a challenging period for most of our artists who have been, they were not allowed to carry out their normal show, their normal popular shows, their concerts, as they always do. And the paper is telling us that with some of these artists, what they have been doing during this period to survive, most of them happen to have gone virtually. They were participating in virtual concerts to make sure that they keep the links between the artists and their fans out there. Remember, being confined does not mean that we don't need their services. Not that we don't need what they are supposed to produce. But then, with coronavirus, the paper is trying to highlight how each of these artists has been handling his own isolation period, Steve. On espère tout simplement qu'ils ont pu survivre, parce que ça, il faut également préciser par ailleurs que les artistes ont beaucoup souffert de par le monde lors de cette période de confinement. Ce n'est pas seulement le Cameroun, yes. Non, il faut le dire également, parce qu'il y a plusieurs spectacles qui avaient été renvoyés. S'inédit même d'ailleurs, ça il faut le dire également, parce que beaucoup ne savaient pas si un jour le coronavirus pouvait se calmer ou alors avoir un calme plat, ça il faut le dire. Bon, aujourd'hui, s'ils ont pu survivre en étant sur les réseaux sociaux, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, mais il faut également dire que ils attendaient également un apport de l'État. Oui, un apport de l'État est souhaitable. Même à l'heure actuelle, il faudrait quand même qu'on essaye justement d'organiser ces secteurs, parce que tout le temps, je crois que c'était hier où il y avait justement CDT Yango qui a organisé cette affaire où on devait justement revenir à une réunion qui parlait justement de cette nouvelle loi qui organise ce secteur. Et donc, plusieurs artistes étaient très nombreux. Yes. Et je pense que c'était aussi le moment de demander le bilan de Sanfak Thomas, parce que c'est Sanfak Thomas qui gère actuellement les droits d'auteur. Et donc, je crois que le ministre est en train de vouloir organiser ce secteur. Et tout le mal qu'on peut souhaiter, c'est que il faut absolument, parce qu'il y a aussi des milliards dans ce secteur, mais les gens ne savent pas beaucoup. Il y a des milliards, mais on gère ça comment? No, the problem, Jackson, is that others should also feel it. It's not like there's a particular clique that is up there. They are really handling the amount, the money. Oui. But then there are other artists who are actually, they don't see it. Oui. It does not get to them. Voilà. So it is normally, that's what the minister was asking, that they should open up their management so that the new team coming up should re-dynamize the handling of this authors' right, because this authors' right has been a problem for artists in Cameroon, in the musical landscape in Cameroon, Steve. You see, we have always had clashes between those who are ruling, because the normal artists who are down there, they don't feel it. They don't really see their work being valorized, especially because most of them only live through concerts, and whereas they have the right to their work. Vous n'avez pas également oublié qu'il y a certains artistes qui ne vendent pas ne serait-ce que 10 CD. Of course. Oui. C'est de ça qu'il est question. Faut Steve, pas quand même donc commencer pour répondre à à votre question, répondre à votre question ce matin, il faut que l'État, et nous sommes aux approches de la rentrée, Yes. il faut que l'État essaye de faire quelque chose. Nous ne sommes pas à l'approche de la rentrée, nous sommes déjà presque à la rentrée. Voilà. C'est pas aujourd'hui. Mais je dit que le 5 octobre, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Et donc, il faut que l'État essaye de faire quelque chose parce que... Nous sommes le 18, beaucoup non? plus, beaucoup plus, il y a des parents d'élèves. Et maintenant, ils ont quand même passé une période de trêve incroyable. Et donc, il faut faire quelque chose. De deux, il faut que l'État essaye, ce qu'on parlait tout à l'heure, l'État essaye d'organiser ça. Parce qu'on ne sait jamais sur quelle base... Vous savez ce qui m'énerve un peu dans sur le continent africain et dans le monde entier? Vous savez, il y a une chose qui est faite. On aime soutenir les artistes quand ils sont en difficulté. Oui. Mais j'ai jamais vu qu'on entend de soutenir un journaliste quand il est en difficulté. Alors que le journaliste, il travaille pour l'utilité publique. Oui, mais actuellement, c'est pour ça qu'on dit que les médias sont des appareils idéologiques de l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est tout le monde. Oui, mais quand un artiste est en difficulté, on dit il faut un apport tout de suite. Bon, attendez, les journalistes qui sont... ils n'ont pas souffert, les journalistes, les animateurs de radio et tout ce qui va avec. Le problème avec les journalistes, c'est que les gens ont une autre façon de voir le journaliste. C'est-à-dire, les gens se disent que s'ils ont des problèmes, ils doivent aller vers les journalistes. Par contre, ils ne savent pas que... Bon. Les journalistes aussi, ils ont des problèmes. Pas que les journalistes ont des problèmes. Tous ceux qui travaillent dans les médias ont des problèmes. Oui, mais actuellement... Ouais, parce que quand il faut apporter de l'aide, par exemple, aux artistes, aux musiciens, c'est pas moi quoi. Et peut-être même plus que ceux qui... On a même plus de problèmes qu'eux.
Ça, je ne voudrais pas dire. Messieurs, sortons rapidement de cette revue de presse avec les candidatures régionales. C'est le week-end décisif selon nos confrères de Cameroun Tribune, le quotidien national camerounais. Actuellement, c'est le moment des magouilles. Parce que... Non, depuis un bon bout de temps, vous nous sortez tout ça. Oui, c'est le moment des magouilles. Non, parce que, arrêtez. Oui. Vous n'avez pas nous sorti ça tous les jours. Est-ce que vous avez vu ce que certains journaux ont dit ce matin? Vous avez entendu ce que certains journaux ont dit ce matin? C'est les journaux qui le disent. Oui, mais si ce sont les journaux, ça veut dire que les gens étaient sur le terrain, ils ont fait des constats selon lesquels il y a dans certains départements. Par exemple, aujourd'hui, le journal Info Matin nous dit que bon, ça se passe peut-être bien du côté de Young. Transparent mode. Oui, oui. Par exemple, bien là-bas. Mais ailleurs, je vous ai dit qu'il y a des règlements. Même si on a voté quelqu'un aujourd'hui, on peut le remplacer dans la nuit. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois lors de cette élection des maires, hein, je vous ai dit ici à Douala, vous savez que j'ai participé, j'ai vu des choses extraordinaires. Actuellement. Le soir à 19h, jusqu'à preuve de contraire, tout le monde vous donne un blanc-seing que vous êtes le maire. Mais Steve, le lendemain à 9h, vous ne l'êtes plus. Hein? Steve, c'est pour ça qu'on dit que si le matin vous êtes maire, le soir vous n'êtes plus maire, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est parce qu'entre temps, on a appelé les conseillers municipaux, on a dit, bon les gars, vous savez, la balance pèse comme ça. Oui, mais actuellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais actually, Steve, actually, like Cameroun, c'est justement ça la politique. Non, mais la politique, c'est pas ça. Oh, ben oui, c'est ça aussi la politique. Il faut que les nôtres comprennent que la politique, en politique, il y a un peu d'éthique. Non, c'est pas seulement. Il y a un peu d'éthique. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Non, c'est pas une raison pour que je vous dis une chose simple, qu'il y ait des magouilles et puis qu'on explique à ces vous avez entendu parler, on apporte des explications selon lesquelles ça se passe comme ça partout. Vous avez entendu parler de l'UMP en France? Oui. Il y avait, il faut le dire, les fillonistes. Oui. Cela veut dire que tous ceux qui étaient partisans de Fillon. Il y avait les sarkozystes. C'est connu. C'est connu. Donc, je vous fais part du reste. Vous devez comprendre une chose. Dans un parti, vous pouvez être le président, mais au cœur de ce parti, il y a d'autres personnes qui tirent les marrons du feu. Il y a des gens qui seront de Mangué, il y a des gens qui seront de Ndiok, il y a des gens qui seront... Actuellement, c'est comme dans le RDPC même. C'est comme dans le RDPC. Parce qu'on dit que dans le RDPC, il y a une circulaire du président national qui informe comment est-ce qu'on doit faire justement tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais on se rend compte que on ne respecte absolument rien. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Je vous dis que dans chaque parti, il y a des règles et il faut respecter les règles. Bon week-end à vous en espérant que le week-end sera... Ce ne sont pas des magouilles. Ça, je suis d'accord avec vous, hein. Mais je vous dis que c'est ça aussi la politique. Absolument. Bon week-end à vous, messieurs. Le temps pour moi de lire les messages avant de faire entrer nos invités ce matin. Bonjour le panel, vraiment merci pour la pertinence du président Badakani après les indépendances. Nos dirigeants africains sont pires que jamais. Rien n'a été fait jusqu'à présent. L'Afrique doit se dissoudre complètement de l'Occident. Vincent, toujours à Kara, au nord du Togo. Eh bien, merci à vous également. Bonjour, je vous félicite cordialement. Thomas, depuis la France. Bonjour au président Badakani et à toute l'équipe sur le plateau de DBS Matin. La seule alternative au lauréat l'histoire de l'Afrique dans tous les domaines reste l'éducation des masses, depuis les villes jusqu'aux plus petits hameaux, afin de mettre sur pied un modèle africain de leader non aliéné par la propagande capitaliste et néocoloniale. Pour ce faire, des structures de formation du panafricanisme comme doctrine doivent être implantées sur l'ensemble du continent pour préparer un avenir glorieux. Et cela dès maintenant, voilà. Nous devons arrêter les discours et passer immédiatement aux actes. Ismaël Djikam depuis Koutaba, c'est ici au Cameroun. Salut à tous, merci pour tout ce que vous faites pour les Africains. Comment pouvez-vous faire pour réunir certains initiés spiritualistes et autres Africains qui diront aux Africains les comportements futurs à adopter pour relever spirituellement notre continent. On espère justement qu'on pourra organiser une émission pareille pour voir justement les spirituels et tout ce qui, bon, tourne autour en tout cas de cela. C'est Philippe Yenou depuis le Bénin. Bonjour Steve et tout le panel, ce matin je suis très content, nous avons besoin de connaître notre histoire après 60 ans d'indépendance. Je suis togolais, président s'il vous plaît, nous voulons savoir Koumou du Togo. Merci beaucoup, bonjour le plateau. Moi j'ai honte quand on dit qu'on est indépendant. Dites-moi, vous voulez parler de quelle indépendance quand vous n'avez pas votre propre monnaie? Vous parlez de quelle indépendance quand toutes vos richesses sont entre les mains des étrangers? Le colonisateur, vous parlez de quelle indépendance quand les bases militaires étrangères pilulent partout dans nos pays? Il faudrait qu'on chasse systématiquement tous les Français de nos pays car ils constituent le malheur de l'Afrique. C'est Stéphane depuis Dapaon au
Togo. Il a tellement écrit, hein, il a écrit encore et encore. Bon, on vous comprend, hein, Stéphane, depuis Dapan au Togo. Bonjour Dibier ce matin, Monsieur Fanga, parfaitement raison. Il faut une libération spirituelle, un véritable retour aux sources. Vous êtes la lumière. Monsieur Bandakani, Fanga, Big Kaindom, Sorongos, Mbelek, Simo et nous et tous les autres, et nous sommes en quête de repères, et moi j'ai jeté mon dévolu sur vous. Mettez en place un mouvement panafricaniste auquel nous adhérons, et là nous essayerons d'impacter sur la vie de nos pays en prônant les cultures africaines tout en combattant les vices tels que l'homosexualité, les loges pernicieuses, franc-maçonnerie, Rose-Croix, etc. C'est Max 21 depuis Yaoundé. Bonjour DBS, c'est Latifou Mola depuis Sodoké au Togo, à mon avis, juste après les indépendances. Tous les leaders qui devront vraiment implémenter le développement de nos États ont été massacrés, dont nos indépendances ont été récupérées par les amis des colons avec la complicité de ces colons blancs. Ils ont anéanti toute chance pour nous de nous développer. Aujourd'hui, nous devons nous sentir en guerre comme eux dans les années 1914-1945. Nous devons oublier la limitation de mandat et nous appuyer sur la continuité, c'est-à-dire ce que nous avons acquis depuis 1960 pour créer nos révolutions dans tous les secteurs de nos États. Il n'y a pas de dictature ni de dictateur en Afrique. Il est temps de passer à la vitesse supérieure qui est d'avoir une éducation, une politique propre à nos réalités, ce qui nous permettra d'harmoniser nos sociétés. Merci à vous, merci mes frères et surtout bonne journée. Merci à vous également, hein, Latifou Mola depuis Sokodé au Togo. Là encore, c'est toujours un merci, pas de nom. Bonjour à toute la famille de DBS, la matinale, c'est Thompson Errant depuis Bédia-Douala. Un salut bien appuyé au président Badakani qui ne cesse de nous édifier. Que Dieu lui accorde une longue vie, car l'Afrique a plus que besoin des hommes comme lui. Pour la thématique de ce matin, je dis tout simplement que nous sommes à la croisée des chemins. Le peuple souverain du Cameroun a les yeux braqués sur notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est un sage. Steve, on ne peut pas tout faire à la fois. On possède par élimination. Il y a d'abord la fin des contrats coloniaux que le chef de l'État n'a pas renouvelé maintenant via la décentralisation accélérée que certains qui pilotent les projets de l'impérialisme occidental veulent bloquer. On vous comprend parfaitement, hein, et on espère tout simplement que vous serez également là ce matin. Rapidement également sur ces sujets, bonjour à la grande famille d'Ibiès. Les États africains, après l'obtention de leur indépendance, ont obtenu une autre forme de colonialisme institutionnel qui est la démocratie avec des facteurs tels que l'alternance et non l'alternative. Nous devons rentrer dans nos propres configurations politiques qui ont fait leur preuve. Verdrick depuis l'Allemagne. Mesdames, messieurs, vous êtes avec nous ce matin. Dans un instant, nous allons entrer dans le débat. Mes invités sont là ce matin. À ma gauche, Patient Parfendom. Bonjour et bienvenue à vous. Merci Steve, merci à nos nombreux téléspectateurs, nos fan clubs à travers l'Afrique et même le monde. Merci à nos valeureux techniciens. JBS est devenu la fine fleur, n'est-ce pas, des rendez-vous médiatiques, surtout des matinales en Afrique. Et bravo à votre équipe et merci à son promoteur, sans oublier M. Wessou, n'est-ce pas, ce voyant directeur qui essaie vraiment de redonner des couleurs à l'univers médiatique africain. Merci d'être là ce matin, Patient Parfendom. André Kissefanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à Monsieur Parfendom, que je suis ravi encore de partager le plateau. Vous savez, c'est toujours un bonheur de partager le plateau avec des grands panafricanistes, des grands hommes, parce que notre continent ne peut que se construire avec des grands hommes. Et les côtoyer, c'est un plaisir matinal. Donc, merci de m'avoir invité. Bonjour aux techniciens, ceux qui font un travail formidable pour que nous soyons vus partout dans le monde entier. Heureusement que CanalSat n'est pas un frein pour nous, pour ne pas être vus dans les maisons, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, la plupart des maisons sont freinées de ne pas avoir la bonne information, parce qu'il y a une catégorie de personnes qui se sont abonnées à un truc qui est un peu bon, mais nous pensons que ça va nous aider peut-être demain à mieux communiquer, parce que vous savez, nous sommes dans un combat et ce combat-là, nous devons le gagner. Et merci DBS d'avoir ouvert cette tribune pour que nous puissions davantage communiquer, travailler pour que l'Afrique puisse se libérer. Vous savez ce que signifie une dôme? Oh non. Non. Bon. Eh bien, Docteur Soro, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à Patient, bonjour à Fanga, bonjour au patron de DBS qui fait un formidable travail.
Et bonjour aux techniciens de DBS, parce que ce matin, je viens d'être réveillé de très bon pied avec cette musique, n'est-ce pas, de la baie d'Ambas. Pour ceux qui pensent qu'ils sont chez eux là-bas, Saleh Dione vient de leur rappeler que c'est lui qui est chez lui à l'Amazonie. Donc l'Amazonie, c'est son village. Ce n'est pas un pays qui est ailleurs. C'est l'Ambasibé. Et je pense que ça va d'ailleurs coller, n'est-ce pas, à la thématique de ce jour, ce que nous venons de voir dans le cadre, n'est-ce pas, du développement d'un pays. Parce que cette musique, au-delà des refuges que les jeunes essayent de créer maintenant en fabriquant ce qu'ils appellent une musique, si c'est urbaine ou rurale, je ne sais pas. Mais moi, je préfère la musique rurale. Comme ça, on va voir laquelle est meilleure et laquelle renvoie vraiment à une culture. Merci beaucoup une fois de plus de cette invitation. Merci également à vous, Dr Serge Soro, d'être là ce matin. Le thème choisi ce matin, Afrique, quelle éducation pour la jeunesse, pour le réveil et le développement du continent? C'est notre thème ce matin, vous l'avez compris. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous, voici le débat. Afrique, quelle éducation pour la jeunesse, pour le réveil et le développement du continent? C'est notre thématique de ce matin. C'est notre grande interrogation également. Vous pouvez participer via, bien sûr, un Facebook, WhatsApp et sans oublier, bien sûr, le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. La part des jeunes dans la population africaine ne cesse d'augmenter. Le défi est déjà là et il est urgent d'y répondre. C'est aussi une opportunité de développement pour le continent, notamment en matière d'innovation et de transformation sociale. Ça, on l'a dit. Quelles sont les caractéristiques de la jeunesse en Afrique, un continent en très forte croissance démographique? Il y en a énormément et nous allons justement répondre au cours de cette édition à cette question. La croissance de la population est en effet toujours élevée, même si des disparités existent entre les régions sur le continent noir. En Afrique du Nord et dans une moindre mesure en Afrique australe, le taux de fécondité a beaucoup baissé. Il se situe encore autour de 4 à 6 enfants par femme sur le reste du continent, voire 6 ou 7 dans certains pays où la transition démocratique est à peine entamée. Démographique autant pour moi. La part croissante en tout cas de la jeunesse dans la population africaine est une réalité bien concrète. 60% des Africains ont moins de 24 ans. À l'horizon 2050, 35% des jeunes dans le monde seront africains, alors que cette proportion n'était que de 15% il y a encore 20 ans aujourd'hui, c'était en 2000. Eh bien, cette spécificité est une donnée essentielle de l'avenir de ce continent qui est le plus jeune au monde. Quels sont les défis en matière d'emploi au regard des prévisions démographiques et des réalités économiques de l'Afrique? Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Quelle éducation pour la jeunesse, pour le réveil et le développement de l'Afrique, quand on sait qu'aujourd'hui, en cette année 2020, eh bien, l'Afrique est le continent le plus jeune, je le dis encore, dans le monde. Et à l'horizon 2050, eh bien, l'Afrique sera encore plus jeune encore, alors que les autres continents seront en train de vieillir. Voilà pourquoi nous nous interrogeons aujourd'hui, pour que demain l'Afrique se réveille, quelle est l'éducation que nous devons donner justement à cette jeunesse? Je vais me tourner vers le docteur Serge Soro, lui qui est enseignant, lui qui est également historien. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour cette jeunesse que certains disent en déperdition? Mais si je veux un peu chambrer ceux qui sont chez eux, je vais dire rien. Parce que vous savez, votre thématique pourrait, n'est-ce pas, rien que pour une introduction, je pourrais vous dire qu'on reste toute une matinée jusqu'à 12 h et je pense que je n'aurai pas encore fini. Vous avez parlé de l'Afrique. Quand vous parlez de l'Afrique, est-ce que dans votre imaginaire, vous avez le dessin de ce que vous voulez dire quand vous dites l'Afrique? Vous pensez que toute l'Afrique est l'Afrique? Toute l'Afrique que vous avez sur votre carte actuellement, est-ce que vous pensez qu'elle est l'Afrique? Je ne crois pas. Quand vous dites Afrique, moi je vois que vous faites allusion à vous en tant qu'Africain et c'est-à-dire à une certaine culture, à un certain peuple, à un certain environnement, à un certain espace et à une certaine vision de la société. Or, si vous prenez le concept tel que je viens de commencer à l'élaguer, parce que là je ne suis même pas allé très loin, vous allez voir que quand vous dites Afrique,
quelle éducation? Vous voulez dire Afrique, quel élément de culture transmettre à un peuple pour qu'il soit ce qu'il a toujours été? Parce que l'Afrique, vous dites, est le continent le plus jeune, mais c'est le plus vieux. Alors, la première problématique pourrait être comment ce continent le plus vieux est-il encore le plus jeune? Eh bien, c'est parce que l'éducation de l'Afrique a résisté à toutes les agressions de l'éducation extérieure. Parce que c'est elle qui a compris que l'éducation, c'est un mécanisme complexe de transmission des fondamentaux d'une culture pour le développement et la perpétuation d'un peuple. Et la culture, maintenant, la culture, c'est encore un domaine très vaste. Les éléments de la culture, la langue, les arts, la technologie, la science, l'histoire, la religion, la cosmogonie, tout cela, l'éducation fait une synthèse et met ça dans le mécanisme qu'on appelle l'éducation, qui n'est pas l'instruction, qui n'est pas la scolarisation, qui n'est pas l'enseignement, mais qui est tout cela de manière harmonisée. C'est ce que l'Afrique ancienne appelait la math, c'est-à-dire que, et c'est le terme bassa qui dit souvent ça très bien, ma'at, c'est-à-dire je colle, je fais le lien entre le passé, le présent, pour projeter dans l'avenir sans me perdre. Et là, vous allez voir que on a forcé, ou on est en train de vouloir contraindre l'Afrique à sortir de la maths éducationnelle depuis à peu près 300 ans. Mais on n'a pas réussi. C'est pour ça que vous avez l'impression que le continent, comme l'avait défini Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë, le continent est un peu en tourment. Il n'est pas perdu, mais il est tiraillé. Il veut aller à gauche, il a l'impression d'aller à droite. Il fait ce qui est bien pour lui et pour les autres peuples, mais en même temps, on passe par des discours erronés pour lui dire que ce qu'il fait n'est pas bon. Alors, ce qu'il faut d'abord, c'est de s'asseoir, de faire l'inventaire, c'est de s'asseoir, repréciser les concepts, et c'est de s'asseoir, de créer un cadre qui va reprendre le moule. Parce que l'éducation, c'est un moule par lequel on fait passer un peuple pour qu'il aille vers une direction qui est la bonne pour lui-même et pour les autres. Parce que c'est là où l'Afrique a dépassé les autres continents. L'Africain ne pensait pas pour lui-même, comme le pensent les peuples jeunes, les occidentalo-chrétiens et autres, qui pensent qu'ils sont comme des petits-enfants à qui on offre un jouet. Tout de suite, ils ne veulent pas le remettre et très souvent, ils préfèrent le détruire que de le partager. L'Africain, lui, il avait toujours partagé la civilisation, la sociologie, comment on organise la société. Et quand ils veulent s'intéresser aux Africains, ils parlent d'anthropologie. Donc la sociologie, c'est la science des peuples civilisés. L'anthropologie, c'est pour... Bon, c'est pas là le débat. Ce que je pense, pour une première approche, il faut que l'Afrique fasse l'inventaire. Et cet inventaire va permettre d'indiquer les éléments agresseurs, de les isoler. Cet inventaire va permettre de voir les fondamentaux, que d'ailleurs c'est l'Afrique qui a apporté aux autres, que ce soit sur les sciences, la médecine, la religion. C'est l'Afrique qui a créé tout ça. Les autres ont souvent pris, mais comme ils étaient frustrés d'avoir découvert que c'est ceux-là qu'ils ont traités d'esclaves, qui ont découvert la science, en fait, ils ont frélaté le discours. Et après, en voulant la ramener, vous savez, au fur et à mesure que la tradition est traître, au fur et à mesure qu'ils voulaient transmettre, ils trahissaient un peu l'essence de la chose. Et du coup, on a des chemins hybrides, galvaudés, qui ne permettent même plus au monde d'avancer. Ce n'est pas seulement l'Afrique qui est en danger, c'est le monde entier qui est en danger. Mais la renaissance devrait commencer par l'Afrique. C'est pour ça que l'Afrique, pour son éducation, doit faire l'inventaire et redéfinir les nouveaux paradigmes pour une éducation meilleure pour l'ensemble de l'humanité. Justement, on vous a suivi. Merci également pour cette première prise de parole. Patient Parfin Ndom, vous avez suivi le docteur Soro. Pour lui, quand on parle d'éducation, quand on parle de l'Afrique, c'est souligner pas mal de détails. Mais il faudrait aujourd'hui que l'Afrique réfléchisse justement à ce qu'elle est, ce qu'elle va devenir, pour justement inculquer des valeurs qu'elle a toujours eues et qu'elle a partagées. D'ailleurs, quand on écoute le docteur Soro, on se rend compte que l'Afrique a toujours été le continent de partage. Partage des connaissances et de tout ce qui va avec. Non, je pense que ces données-là, elles sont consubstantielles même à l'existence de l'homme africain.
Je pourrais extrapoler un peu en disant, à la suite de ça tout à l'heure, quand on parle d'Afrique, ne nous limitons pas seulement sur le plan strictement géographique au continent sur lequel nous sommes. C'est ce que ça fait savoir d'ailleurs. Bon, parce que si on voit à Haïti, c'est l'Afrique. Nos frères qui sont au niveau des États-Unis, c'est nous là, c'est l'Afrique. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est Papou qui sont brimés, violentés par les Indonésiens, ce sont des Africains. Si on va en Australie et qu'on voit ces Noirs australiens dont on a essayé même de faire disparaître non seulement la culture, mais surtout même l'existence, ce sont des Africains, ce qu'on appelle les aborigènes. Parce que ces gens-là, quand vous regardez, malgré les distances, malgré les types d'influence qu'ils ont dû avoir, ils ont les mêmes réflexes pour garder ce qui est essentiel dans leur culture. Ce que moi je constate, c'est que cette agression pour essayer de déposséder l'homme noir, l'homme africain, de ce qu'il a le plus valeureux, on va voir, on va te expliquer que même au Mexique, même en Chine, il y a toujours ces Africains, excusez-moi, parce que le mot Afrique ne doit pas nous limiter. D'abord, c'est un truc qui vient d'Africain, qui est plus ou moins arabe. Mais le mot Afrique, qui veut dire la terre des hommes noirs, ne doit pas nous limiter, je disais, mais doit plutôt nous permettre d'évaluer, de regarder, d'analyser comment ces peuples-là ont résisté, oui, n'est-ce pas, à ces agressions qui avaient pour objectif de dénaturer, de déstructurer ce qui sont de plus essentiels, c'est-à-dire leur culture. Et quand on regarde très bien, les mécanismes de résistance, les mécanismes, j'allais dire, de construction de barrières pour pouvoir contenir dans la grotte, excusez-moi le terme, n'est-ce pas, ce qui était essentiel à ces Africains-là, ces mécanismes sont valables dans toutes les sociétés. J'ai regardé encore un excellent documentaire sur la vie des aborigènes. Ils ont cru qu'ils avaient dominé les aborigènes. Ils ont cru qu'ils leur avaient dépossédé de tout. Au point où ils ont essayé de faire, n'est-ce pas, des zones qui étaient encore réservées aux aborigènes, des réserves justement pour les touristes qui viennent de voir comment on voit des animaux dans un parc. Mais aujourd'hui, ils constatent que les aborigènes ont un fond culturel et même mystique qui ne parviennent pas à décrypter totalement. C'est ça qui fait la magie des Africains. Mais hélas, si nous voulons revenir à des fondamentaux, il y a quelqu'un qui disait que l'homme n'est pas le fils de son père, mais le fils de son temps. Il faudrait justement qu'en gardant ce que nous avons d'essentiel en termes de culture, que nous puissions nous arrimer à la modernité d'aujourd'hui. Parce que là, c'est un débat, un très grand débat, un vaste débat. Il y a des gens qui voudraient, en parlant de l'Europe pharaonique, qu'on revienne au statut entier de l'Europe pharaonique, de l'Afrique pharaonique. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Il y a des gens qui déifient souvent nos cultures. Ce n'est plus possible. Parce que l'environnement, l'espace, le temps a changé. Il faut que nous soyons des Africains dans les temps modernes qui sont les nôtres, oui, mais en maintenant ce que nous avons de plus essentiel dans notre culture, qui est la culture, on l'a dit, du partage, de l'acquisition des connaissances, qu'on soit capable de nouveau, comme nos ancêtres, de dompter la science pour le bonheur de l'humanité. L'Afrique, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nos décideurs de moment donnent d'impression. C'est-à-dire des gens qui se comportent comme des étrangers chez eux. Des gens qui n'ont plus cette fonction essentielle africaine qu'est l'altruisme. Les gens qui se comportent avec un individualisme qui est étranger à l'homme africain. Pendant des semaines, on vous a donné des exemples à ne plus en finir. La solidarité, l'accueil, cette manière de savoir, j'allais dire, recevoir les gens, partager ce que nous avons de commun, mais surtout, et surtout, toujours tirer vers le haut, toujours acquérir de nouvelles connaissances, toujours améliorer la vie des gens qui sont autour de nous. Non, les Africains nouveaux, excusez-moi le terme, aujourd'hui, pour eux, tout pour eux, rien pour les autres, l'enfer c'est les autres. Mais l'Afrique profonde leur rappelle que l'enfer, c'est l'absence des autres. C'est pour cela qu'on n'est pas gêné. Quand on écoute M. Macron venir faire la leçon aux Nigériens, en disant, les femmes nigériennes font trop d'enfants.
Il faut limiter ça, sinon on va droit à une catastrophe. Or, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que l'Europe, l'Occident elle-même a besoin d'une population jeune pour continuer de maintenir le niveau de vie qu'ils ont, pour entretenir leurs retraités. Donc, la première richesse, et l'Afrique, l'homme africain l'a compris, c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme la première richesse. On ne peut donc pas dire que l'homme est la première richesse et créer des conditions et des mécanismes pour avilir l'homme. C'est ça l'esclavage. C'est ça la colonisation. C'est tous les codes noirs que vous avez lus. L'indigénat, les travaux forcés. L'homme africain, c'est pas ça. Mais comment allons-nous faire? Et c'est ça la problématique. Pour que nos enfants d'aujourd'hui retrouvent cette culture, retrouvent ce qu'ils ont de plus essentiel en eux, ce qui est, je dis, consubstantiel même à leur être. Et c'est là le débat, c'est là on va revenir sur, qu'on le veuille ou non, sur le paradigme de la construction d'un nouvel espace, d'une nouvelle culture, d'une nouvelle idée de la politique en Afrique. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas. Regardez le Japon. Il y a eu l'ère Meiji. À un moment donné, les Japonais se sont dit, il faut qu'on refonde, qu'on restructure complètement notre espace, notre pays. Pour être, comme ils le disent eux-mêmes, le pays du soleil levant. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est eux qui sont à la base de l'humanité. Vous savez que dans toutes les régions anciennes, les plus fortes, le soleil, c'est Dieu. Le soleil, c'est la source d'énergie. Le soleil, c'est ça qui donne droit à la vie. Quand les gars là vous disent qu'ils sont le pays du soleil levant, ils disent, ils prennent leur empereur comme le fils de ce soleil-là, l'immortel. C'est ça qui explique que malgré ce que Hirohito, je continue de dire souvent sur vos plateaux, c'est l'un des plus grands criminels de guerre que l'humanité a eu, le peuple japonais l'a protégé. Oui. Pour ne pas perdre cet acquis culturel. En Afrique, nous sommes fragmentés, disséminés. Tout le monde est venu se nourrir sur le cadavre de la bête, du grand éléphant qu'est l'Afrique. Toutes les cultures, toutes les religions, les Arabes, les Occidentaux, tout ce monde-là est venu se nourrir sur le cadavre de la bête et ils ont oublié une chose. C'est la bête qui était l'humanité, si on peut l'appeler ainsi. C'est elle qui est l'humanité. Donc, Serge Ngos, pour faire vite, je vais dire, les politiques doivent s'associer avec les intellectuels africains de véritables patriotiques, n'est-ce pas, progressistes. Si les gens patriotiques, le mot les échaude un peu. Et qu'ils essaient de concevoir dans les think tanks comment ils voient l'Afrique, comment ils voient l'éducation de l'Afrique, comment ils voient le développement de l'Afrique. Mais pour cela, une fois de plus, c'est une quadrature du cercle. Nous avons besoin à la tête de nos États de véritables patriotes, des gens qui pensent, qui réfléchissent au lendemain. Sinon, l'agression de Coca-Cola ne va pas se terminer. Elle va se poursuivre. Quand vous allez à Essen, dans nos villages, en Gambais, vous voyez une vieille masure en terre battue, mais rentrez dedans, vous allez voir une grande affiche de Coca-Cola. Mais c'est quoi cette affaire? C'est cette agression, c'est cette symbolique de cette agression qui tire les Africains vers ce que j'appelle la culture de carnivore. L'homosexualité, c'est quoi? Tout ce que nous voyons là, c'est quoi? Ce qu'on essaie de placer au summum de la culture moderne, ce sont plutôt des régressions, humainement parlant. C'est ça la voie que l'Afrique va suivre, même sur le plan de développement de nos sociétés, où l'homme ne peut plus vivre en harmonie avec la nature. Le coronavirus nous a rappelé que si vous ne vivez pas en harmonie avec la nature, vous allez tout droit à la perdition. L'homme est incapable de vivre en harmonie avec la nature. L'homme donne l'impression que ce que nous avons dans notre sol et dans notre sous-sol est comment on dit ça, est d'une quantité, c'est-à-dire que quelle qu'en soit l'exploitation qui ne pourra jamais finir. C'est faux. Si nous ne respectons pas la nature, on dit, l'homme domine la nature en se soumettant à elle. Et ça, l'homme africain l'a compris depuis très longtemps. Il faut qu'on revienne vers ces fondamentaux pour redonner un sens à l'humanité, parce que sans ces fondamentaux qui sont essentiellement, comme je l'ai dit, intimement liés à l'homme africain, je suis obligé de le dire, l'humanité va à la dérive. Merci beaucoup, patient parfum d'homme. André Christelle Fanga, vous avez suivi les uns les autres. L'homme est au centre de tout, c'est même l'identité même profonde de l'Afrique. Et quand on parle de cette identité, on parle bien sûr de la solidarité. On parle du partage, on parle de l'accueil,
de l'hospitalité. Donc, à un moment donné, on a l'impression que c'est ça qu'il faut aujourd'hui enseigner à nos enfants, de leur dire que si nous voulons demain nous réveiller, nous voulons nous développer demain, il faut revenir aux fondamentaux qui étaient justement l'identité de l'Afrique. Merci Josselangos, je voudrais vous féliciter parce que la cohérence de vos débats, parce que hier nous étions encore là, sur ce plateau pour parler d'un autre débat, d'une autre thématique, et aujourd'hui voilà une autre thématique, et qui, ces deux thématiques vont quasiment ensemble, parce que hier nous avons parlé 60 ans d'indépendance, 60 ans après les indépendances. Oui. Voilà. Aujourd'hui nous sommes encore dans un débat d'éducation pour l'Afrique, et comment faire pour décoller ou bien pour développer et surtout hein, réveiller justement le continent africain. Écoutez, vous venez réveiller quelqu'un qui est déjà réveillé. L'Africain est déjà réveillé. Le problème, c'est qu'il y a une dose de communication qui fait croire que non, l'Africain est bête. L'Africain n'est pas intelligent, l'Africain n'est pas beau, l'Africain n'est pas galant, l'Africain n'est pas ceci, l'Africain ne sait pas manger, l'Africain... Il y a une dose de communication qui définit, qui est en train de dire au monde, aux Africains que non, vous ne savez rien faire. Donc, pour qu'on vous qualifie d'homme, ou bien que vous soyez égal aux autres, ou bien que vous essayez de faire comme les autres, oui. Il faut que c'est nous qui vous définissons. C'est nous qui définissons ce que vous êtes. En réalité, c'est ça. Et c'est le travail des médias. C'est le travail de la communication. C'est le travail de l'éducation importée. Qui nous veut nous faire croire? Je suivais tout à l'heure le docteur So. Si je l'interroge là, il est docteur parce qu'il a suivi un cursus scolaire bien établi. C'est-à-dire il a allé de l'éducation de base, secondaire, universitaire et tout le reste. Et il a soutenu une thèse de doctorat. Maintenant, je voudrais vous poser une question pour, par exemple, ça c'est le cas, lui là, dans l'éducation qu'il a reçue. Mon grand-père qui soignait les gens au village, n'est-ce pas, qui n'avait pas suivi tout ce cursus scolaire, oui, et qui avait la capacité de vous enlever une hernie étranglée. Je crois que c'est le terme médicinal. Des gens avaient des hernies étranglées, des gens avaient des maladies. Des kystes et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Comment il faisait pour arriver à ce genre de mécanisme de médecine? Vous comprenez un peu? Lui qui ne connaissait même pas la route qui va dans les grandes villes. Donc lui, son travail, c'était au village. Comment nos parents, nos aïeux, ont fait pour apporter plein de solutions à l'humanité sans qu'il n'ait suivi le cursus scolaire du docteur So, que j'apprécie, n'est-ce pas? Qu'on dit oui, c'est bien. Donc vous comprenez qu'il y a un problème à la base. La base a été faussée. Et la base continue à être faussée. Les Africains ont été mis dans un carcan où il faut leur dire que non, si tu n'es pas ceci, si tu n'as pas été comme ça, parce que le nouveau modèle africain, ou bien de leader aujourd'hui africain, c'est celui qui est sorti de Harvard, c'est celui qui est sorti de Cambridge, celui qui est sorti de la Sorbonne, celui qui est sorti de Panthéon, de Lille, je ne sais pas, ou bien celui qui est sorti de l'ENA, celui qui est sorti de... Donc vous comprenez que tout est renfermé là-dedans. Alors là, vous êtes un bon Africain, vous êtes un intellectuel, vous êtes un leader quand vous êtes sorti dans ces écoles. Et c'est eux maintenant qui perpétuent maintenant l'éducation reçue par l'Occident. Monsieur Parfendom se plaint de nos dirigeants, mais ils vont faire quoi? Tout ce qu'ils ont reçu, c'est ce qu'ils ne peuvent que donner. L'homme ne peut que donner ce qu'il a reçu. Oui. Vous comprenez un peu? Ils ne peuvent que répercuter ce qu'ils ont subi. Parce que la vérité, c'est que ils ont été moulés dans ces écoles-là. Et pour que aujourd'hui ils puissent en sortir, il faut véritablement un choc. Il faut un électrochoc. Il faut même un cataclysme pour que on sorte de ce circuit-là. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire de l'Afrique a été galvaudée. Ou bien on essaye de vouloir la galvauder. On essaye de vouloir ne pas reconnaître l'Afrique dans le concert des nations. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que non, nous ne connaissons pas grand-chose. Parce que quand on vient nous parler, on nous amène les concepts de démocratie.
c'est-à-dire définir la démocratie, définie selon l'Occident et tout le reste, comme si l'Africain ne connaissait pas la démocratie, ou bien soi-disant ne connaissait pas le système de gouvernance parce que, de ces ethnies, ou bien de ces grandes chefferies, ou bien de ces royaumes, ou bien de ces empires. L'Afrique connaissait cette gestion-là. Donc pour vous, jusqu'à preuve de contraire, l'Afrique avait cette éducation, mais il faudrait qu'elle rentre dans cette éducation qu'elle avait déjà. L'Afrique a une très bonne éducation. L'Afrique a une très bonne éducation. Je dis bien, elle a une éducation. Mais le problème, c'est la dose de communication qu'on met dessus qui est le problème. Parce qu'on n'essaye pas de valoriser la communication, l'éducation que nous avons. On veut nous faire valoriser l'éducation occidentale. Qui nous vient d'ailleurs. Qui nous vient d'ailleurs. Donc oui. Quand vous regardez, vous allez en profondeur. Nous tous, nous avons été moulés par ces écoles. Mais aujourd'hui, quand nous rentrons véritablement dans nos sources, nous comprenons que, mais attendez, le grand-père qui était au village, parce que première des choses que certains Africains ont oublié, c'est d'envoyer les enfants déjà dans leur village pour les vacances. Première erreur. Parce que le seul rêve maintenant de chaque parent... Parce qu'ils disent tous les jours que bon, s'ils envoient les enfants au village, il y a la sorcellerie, on va tuer leurs enfants. La sorcellerie est transnationale. Il y a eu également des choses comme ça. Alors, écoutez, je voulais vous dire, la sorcellerie est transnationale. Vous comprenez un peu. Je vous prends l'exemple d'un papa Eton. Il a son fils qui est en France, boxeur professionnel. Et il fête son anniversaire avec ses amis en France et tout le reste, avec ses copines et tout et tout. Et il y a un papa du village dans la Leki qui se retrouve à l'anniversaire. Mais le fils s'étonne, il se pose la question, il dit, mais le papa, si je le connais au village, il n'est pas en France, je ne l'ai jamais vu voyager. Comment il se fait pour se retrouver à mon anniversaire? Il prend le téléphone, il appelle son père, il dit, mais je viens de voir papa tel ici à mon anniversaire. Il dit, comment il a fait? Le père de ce garçon va voir, il dit, laisse mon fils tranquille. Le papa là lui dit, mais moi je suis seulement allé manger et boire, je suis rentré. C'est la télédéportation. Je suis seulement allé manger et boire et rentrer, je ne veux rien du tout. Donc, vous comprenez que s'il faut parler des choses, ce n'est pas... vous aurez peur de quoi? La sorcellerie, même en France, même à New York, ça vous atteint. S'il faut que ça vous atteigne. Vous comprenez un peu. Donc, n'ayez pas peur d'envoyer vos enfants prendre l'éducation dans nos villages. Parce que la vérité, c'est que on est en train de nous déraciner. En fait, on veut nous enlever ce qu'il y a de meilleur. Vous comprenez un peu, parce que c'est là où on apprend à aller puiser de l'eau. C'est là où on apprend à respecter les parents, les grands-parents. C'est là où on apprend à faire plein de choses, parce que l'éducation, c'est ça. L'éducation, ce n'est pas le nombre de diplômes que nous avons accumulés. Parce que c'est ça notre plus grand problème aujourd'hui en Afrique. Parce que quand vous allez écouter un professeur, il va parler un français et tout le monde va dire, ah prof, mais la qualité ici que tu as encore, non vraiment on n'a rien compris. Hein. C'est vrai qu'on n'a rien compris. Parce qu'il n'y avait rien. Parce qu'il y avait rien. Vous comprenez un peu. Donc vous voyez un peu la dimension où les gens se retrouvent. Donc on a un problème, c'est que on veut nous déraciner, on veut nous enlever ce qu'il y a de meilleur. L'humaniste que nous sommes, l'humanité que nous avons. Cette humanité-là, c'est justement l'altruisme que l'on parlait tout à l'heure. L'amour du prochain, le partage. C'est ça l'Africain, c'est ça la vraie éducation de l'Afrique. Et c'est pour ça que vous allez retrouver dans tous les gouvernements, dans tous les États africains, où ce genre d'élite sortie de l'Occident, il va créer les guerres. Il va créer les divisions. Il va créer tout genre de problèmes dans cette communauté ou bien dans ce pays-là. Le cas de la Côte d'Ivoire. Vous allez retrouver qu'il y a plein de divisions alors que nous savons que quand les Africains avaient un problème, ils se retrouvaient à l'arbre à palabre ou autour d'une tasse de thé, n'est-ce pas? Où on parlait et on discutait ou bien autour du feu. Discutons, parlons. Parce que là, le feu devient... Nous parlons de la nature, hein? Le feu devient le témoin. Le feu a la capacité de faire quoi? Le feu a la capacité de brûler. C'est-à-dire, si nous prenons nos soucis, nos problèmes et nous le jetons au feu, c'est pour ça qu'on s'asseyait autour du feu pour dire que, ok, on va régler ce problème et on va prendre la difficulté et la jeter
au feu et le feu va consumer et on ressort de là avec une solution qui va permettre à la famille, au village et à tout le monde d'être véritablement en paix et en sécurité. Voilà l'éducation de notre Afrique. Merci beaucoup à André Kisselfanga. Docteur Sorok, on vous comprend parfaitement. Hein. Les uns et les autres, on commence justement à entrer au cœur même de ce débat. Je voudrais bien savoir, aujourd'hui, est-ce que toutes les valeurs que les uns et les autres viennent de citer existent encore, puisque pour André Kisselfanga, et un constat d'ailleurs qui est général, eh bien, tout ça a été abandonné parce que la communication venait de l'extérieur. Mauvaise communication qui empêche justement les Africains de rentrer dans leurs racines. Oui, mais pas seulement la communication. Vous savez, les valeurs, elles existent, mais nous ne les utilisons plus en majorité. Oui. Faisons la part de choses. Et je suis très content que M. Fanga et Parfait nous ait rappelé ces deux éléments. Pour que notre débat d'aujourd'hui ne veuille pas lancer dans la tête des uns et des autres un discours selon lequel nous voulons qu'on balaie d'un revers de la main ce qui existe pour dire qu'il n'y a rien à prendre là-bas. Non. Au contraire, ce que nous voulons dire, c'est que cela a été le produit même de l'Afrique. Mais les autres se sont contentés de ce qu'ils appellent le matériel, l'aspect matériel. Il a pris un très bon exemple tout à l'heure. Est-ce que vous savez que ce soit sur le plan de la mathématique, de l'astrophysique, de l'architecture, c'est la médecine, l'Afrique avait déjà atteint des niveaux inimaginables comme prospect. L'exemple qu'il a pris là, vous savez qu'on fait de grandes études aujourd'hui sur la télédéportation humaine. Or, les Africains l'avaient déjà, ils l'ont. Pourquoi? Parce que les Africains savent que l'homme est une masse d'énergie qui peut communiquer avec les autres énergies. C'est-à-dire ce que nous faisons ici, pendant que nous parlons, quelqu'un nous voit chez lui. Les Africains, les premiers Africains avaient atteint ce niveau de technologie. C'est-à-dire ils savaient transmettre quelque chose sans que vous ne voyez le flux matériel qui porte cette chose. Mais arrivé à un point d'intrication, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'est le symbole de ce point, actuellement à travers le monde, c'est l'obélisque. Quand vous voyez les gens définir les obélisques là, ce sont ce qu'on peut appeler les aérogares scientifiques. C'est ça qu'on appelle par exemple les piles atomiques, les bobines qui permettent que tout ce que vous allez faire ici, on transforme ça en un flux énergétique. Et quand ça arrive quelque part, un autre appareil prend ça pour transformer ça à nouveau en image. Ça, c'est de la mathématique et les Africains avaient atteint ce niveau. Sauf que pour les Africains, on ne doit pas créer autour de ces découvertes qui sont le bien commun de l'humanité, autour de ces biens-là, une dynamique d'enrichissement de l'individu qu'il a reçu. Voilà le problème qui s'est posé. Pour les Occidentaux, dès que quelqu'un était parvenu à cela, il s'imaginait que c'était une propriété privée et que c'est lui seul qui devait en tirer profit. Et du coup, ça a créé des gros déséquilibres dans le monde et c'est ça qui crée les guerres. Et c'est ça le problème. Ceux qui nous dirigent donc sont restés sur le modèle que les nouveaux maîtres leur ont apporté et ont abandonné le nouveau modèle. Ils ont commencé à appeler ceux qui avaient créé le modèle et qui voulaient vivre de ce modèle sans vouloir la présence matérielle. Un adage savant de tout disait que l'alchimiste n'a pas besoin de transporter de l'or parce que quand il en a besoin, il fabrique. Et juste pour son besoin, il n'a pas besoin de le stocker. Les autres sont dans la philosophie d'une éducation qui permet de stocker, comme s'ils ont peur de la fin. Mais si la fin de l'humanité arrive, même ce que vous allez stocker va disparaître. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il faut que l'Afrique restructure l'éducation. Et quand il va restructurer l'éducation, il va restructurer aussi la scolarisation, qui fait partie de l'éducation. Mais il va aussi y introduire l'initiation pour qu'il n'y ait pas l'amalgame. Ce qu'il a appelé la sorcellerie, ce qu'on appelle dans nos villages la sorcellerie, c'est en fait un gros degré d'éthique. Mais les frustrations font souvent comme une arme, quelqu'un peut la prendre et l'utilise pour faire des mauvaises choses, parce qu'il est frustré. Mais c'est l'initiation. C'est-à-dire que les gens ceux qui sont dépositaires de cette initiation, se demandent comment vous ne comprenez pas que vous êtes en train de vous égarer. Et souvent, ils sont obligés de vous rappeler à l'ordre, pour vous dire que ce vers quoi vous courez là, votre enfant dont vous vouliez faire ingénieur, nous on le garde. On le retire. Vous dites qu'on a tué votre enfant, il devait être ingénieur. Il vous dit simplement, parce que vous étiez en train de vouloir vous égarer. Ça n'a rien à voir avec la méchanceté. C'est ça que les Africains, il faut le mettre à l'ordre du jour dans nos écoles
l'axiocratie, c'est-à-dire la valeur. Parce que là aussi, peut-être il faut expliquer qu'est-ce qu'une valeur. Mais une valeur, c'est cet élément-là, multiplié à l'infini, préserve l'humanité. Est-ce que l'homosexualité, si on multiplie ça à l'infini, l'humanité va être préservée? Non. Non. Est-ce que l'enrichissement, ce qu'ils appellent le star system, où un seul individu gagne le salaire d'1 million d'individus pendant 1000 ans, est-ce que c'est possible? Ça ne peut pas se multiplier. Bon. Et comment quelqu'un peut même imaginer qu'il doit être à cette position? C'est-à-dire qu'il est en train, vous travaillez, au lieu qu'il partage équitablement, lui prélève et ce que vous devez gagner et ce qui lui revient, et il dit que c'est lui qui est intelligent. Et quand quelque chose arrive, on dit que vous êtes des sorciers. Non! L'Africain a toujours été au cœur de l'éducation qui préserve l'humanité. Les pays comme les nôtres, notre Afrique, nous devons d'abord nous réconcilier, ce que le professeur Jean-Marc avait appelé la réappropriation de notre histoire. Et il dit pas l'histoire de l'Afrique, mais l'histoire de l'ensemble de l'humanité, pour découvrir où est-ce que l'humanité s'est égarée de chemin et l'a ramené sur le vrai chemin. Et définir pour l'ensemble de l'humanité les fondamentaux chez eux. Chez eux, regardez leur organisation. Ils ont commencé à mettre ces fondamentaux en place. On vous dit qu'il y a l'assurance maladie, il y a l'indemnité de chômage, donc vous êtes chez vous, on vous paye un peu. Ça veut dire qu'ils ont compris que le communautarisme africain et sa démocratie consensuelle sont les éléments de base de gestion d'une société humaine. On ne peut pas faire la démocratie d'exclusion. On ne peut pas faire l'économie de l'exclusion. Il faut que tous les citoyens aient ce qu'on appelle le bonheur national brut. Quand tu es au village, quand tes parents ont réalisé que tu as grandi, tout le village se rassemble, on te défriche un champ, on construit une maison, on te donne. Et là maintenant, si tu ne réussis pas à être le plus riche du village, tu auras le minimum, mais ça sera à cause de toi. Ça ne sera pas parce que le reste de la communauté a tout pris. Mais c'est toute la communauté qui te donnait cela. C'est donc ça, par exemple, en éducation politique, qu'il faut remettre. Sur le plan de la science, vous savez chez nous qu'on disait que le guérisseur ne prend pas d'argent. Mais parce que le gars sait que tous les citoyens doivent être en bonne santé, parce que si lui, il est peut-être paraplégique, s'il y a une catastrophe, demain il va falloir que quelqu'un le porte. Mais si tout le monde est malade, il va faire comment? Ou bien si tout le monde qui venait se soigner chez lui donnait de l'argent, lui va faire comment pour qu'on le porte à son tour? C'est pour ça qu'il faudrait que tout en gardant tout ce qui reste, une fois qu'on a fait cette réappropriation de notre culture, la culture de l'humanité, qu'on indique aux gens quels sont les éléments fondamentaux et qu'on leur montre que c'est les Africains qui ont été les premiers et non les mendiants de la connaissance. Quand on va lever ce pan de voile, et il y a les exemples, tous les peuples qu'il a cités, vous allez voir que même au niveau des découvertes scientifiques et techniques, si on regarde au fond, on va voir qu'il y a beaucoup d'Africains. Par exemple, la lumière, l'ampoule, c'est un Africain qui l'a trouvé. Oui, tout le monde le sait. Bon, les fables, La Fontaine, les mathématiques, les théories de théorème de Thalès et tout ça, c'est les Africains. Mais les autres, comme ils sont dans la soif de l'appropriation, ils se permettaient de marquer leur nom dessus. Alors que nous, on trouvait que c'est des connaissances destinées à l'universalité. Il ne faudrait pas que les gens aient peur de continuer à les utiliser. Prenons sur le plan architectural, on vous raconte maintenant que l'Afrique ne sait pas faire. Comment les gens qui ont construit les pyramides, qui tiennent depuis 5000, peuvent ne pas construire une route? On veut vous faire croire qu'on ne peut pas construire des demeures qui sont solides. Mais ce n'est pas possible, c'est une aberration. Donc, le vrai problème de l'Afrique, c'est réaliser d'abord ce que j'appelle souvent quand on parle de politique ici, cette réconciliation avec sa culture. Maintenant, il y a un autre volet par lequel notre éducation doit passer. Vous savez, pour percer le mystère de votre connaissance, il faut que ce soit dans une langue avec laquelle vous êtes en harmonie. Comme il disait tantôt, souvent nous parlons dans des amphithéâtres, dans les écoles, on ne se comprend pas parce que le discours est dans une enveloppe hermétique et dont nous n'avons pas toutes les clés. Ce n'est pas notre langue. Ce qui fait que cette langue ne peut pas transmettre tous les éléments de savoir que nous voulons dire. Par exemple, si je prends le thème de ce matin, pour bien dire aux gens que l'éducation, ce n'est pas seulement à l'école et que l'école est même limitée. Si je prends dans ma langue le mot qui veut dire aller apprendre et les mots qui sont autour, tu vas voir que
Monsieur Ngos, tu vas voir que même en étant chez toi seul, tu peux donner les instruments de contrôle de l'environnement et de maîtrise de l'environnement à ton enfant qui lui permettent d'être plus brillant que les gens qui vont aller à l'école. Maintenant, comme on l'a enfermé dans un carcan d'étiquetage, parce que les diplômes là c'est l'étiquetage, c'est pour exclure les gens. On dit vous avez le CEP. Mais entre-temps, vous qui êtes allé en CIL jusqu'au CEP et un enfant qui est allé apprendre à garder les chameaux, et les brebis et les poules, et qui à votre âge à 11 ans peut aller au marché vendre 200 poules, qui est utile pour la société? C'est celui qui est resté garder les poules, s'il sait bien le faire, qui sait encadrer une chèvre qui est gestante. Vous êtes allé jusqu'à ce que vous ne savez rien faire. À la limite, souvent, vous ne savez même plus qu'il faut balayer la maison quand vous sortez le matin. Alors, quand on vous l'explique dans votre langue et que vous le comprenez, c'est là que vous pouvez après passer à la phase qui nécessite qu'on aille à l'école. Parce qu'on va dire que comme vous allez échanger avec les gens qui ne sont pas dans votre environnement, peut-être qu'il faut signer un papier. Et là, ce papier-là, parce qu'il y a une loi qui dit que s'il y a un problème, on va aller présenter le papier. Et vous y irez maintenant comme nos premiers grands-parents, qu'on croit avoir été plus intelligents que la génération actuelle. Mais c'est parce qu'eux, ils comprenaient pourquoi ils y allaient. Les enfants d'aujourd'hui, on ne leur explique même pas au minimum pourquoi il faut qu'ils aillent à l'école. À la limite, on dit allez-y, après on va voir ce qu'on va faire. On va acheter la place, vous irez vous asseoir quelque part. Si c'est compliqué même, en achetant la place, on va faire un mariage pour que homme, et on va s'occuper de vous. Terminé. Ce qui fait que dans la société, vous avez 1000 personnes qui ont été à l'école, mais il n'y a pas 10 qui ont une connaissance. Il n'y a pas 10 qui ont un savoir-faire, il n'y a pas 10 qui ont un savoir-être. Je dis, c'est valable pour nous ici en Afrique, et c'est valable même dans les autres continents. Sauf que chez eux, la masse de ceux qui ont ce savoir-faire et savoir-être est un peu plus élevée. Mais c'est le monde entier qui est en train d'aller à la dérive. Donc, il nous faut nous réasseoir, réorganiser les chemins et rendre l'homme responsable de la perpétuation. L'homme est le gardien de l'humanité. Et comme ça, il comprendra que dans chaque pan de l'humanité, il y a quelque chose à connaître. Et que nous tous, nous n'avons pas les mêmes talents. Et que l'éducation consiste à travers l'initiation à nous faire découvrir notre talent et son rôle dans cette bataille de la préservation de l'humanité et de l'environnement. Une fois qu'on a su ça, nous allons vivre dans un environnement meilleur. Merci pour tous ces éclaircies. Tout le monde d'ailleurs va dire que vous nous avez dit pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on pourra encore dire d'autre? Patient Parfait d'Homme, on va revenir justement sur les termes utilisés par le docteur Soro. Le savoir-être et le savoir-faire, qui sont le savoir entier. C'est aujourd'hui ce que les Africains doivent se réapproprier pour redevenir ce qu'elle était avant. Alors, pour ce que l'Afrique était auparavant. Oui, mais vous savez, c'est un débat entre les idéalistes et les matérialistes. La question du savoir, oui, c'est tout un débat qui est vaste. La question de la science, c'est un débat qui est aussi vaste. Bon, d'autres pensent qu'il y a plusieurs sciences, d'autres pensent que la science est une. D'autres pensent qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Bon, prenons de manière terre à terre. Bon, Soro allait à l'école, il est docteur en histoire. En histoire. Mais si peut-être vous prenez un feu de bois, vous mettez devant ça, vous donnez un poinçon et un marteau, vous dites, faites-nous ressortir une figure qui ressemble à ce que les petits gars Bamoun qui sont au village, qui ne savent pas que X plus Y est égal à 100. Le gars va vous faire, il va vous sortir un truc incroyable. Si on peut mettre 1000 ans là, il ne sortira absolument rien. Il va passer le temps à casser le bois, il y en a rien. Donc il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Le génie des Africains, c'était la capacité de mettre toute cette forme d'intelligence-là en harmonie. C'est ça la magie que nous avons perdue. Et en les mettant en harmonie, on ne dévaluait personne parce qu'on estimait que chacun avait son rôle à apporter au sein de la société. Je vous ai parlé par exemple comment faire pour préserver, vivre en harmonie avec la nature. Les Blancs sont venus avec la culture intensive, c'est-à-dire on rase tout le littoral, on entre dans les monocultures, on dit que ça va être que la canne à sucre, on parle que la canne à sucre, d'accord? Mais c'est pourquoi l'individu que vous êtes s'enrichit tout seul, au détriment de tous les autres qui vont vivre dans la misère. Alors que
L'Africain avait le système de jachère. C'est-à-dire que je suis dans un périmètre bien défini. Par exemple, j'ai 100 hectares. Aujourd'hui, je défriche 1 hectare et je prends tous mes petits trucs là. 5 ans plus tard, je quitte de cet endroit, je cultive et la forêt reprend ses droits là où j'étais hier et le sol se régénère et tout ça et tout ça. On n'avait pas besoin des engrais chimiques. Regardez tout ce que nous bouffons maintenant, pas de malbouffe. Ne regardez pas mon ventre, mais je vous parle de la malbouffe. On vous comprend parfaitement, allez-y. Nous sommes avec toutes les mauvaises maladies qui vont avec. Tous les cancers. Aujourd'hui, même des maladies que nos parents n'avaient jamais connues, on les a. Parce que l'homme a refusé de vivre en harmonie avec la nature. Et ce n'est pas une question d'espace, justement. Mais c'est une question du fait que les gens là, qui nous forcent à aller à marche forcée vers leur culture, pour eux, il y a des peuples dans le monde qui ne servent à rien. Il faut les éliminer complètement. Pour qu'eux, ils puissent maintenant prendre possession de leur espace vital. C'est ça qu'il s'agit dans les enjeux. Et l'Afrique doit comprendre que justement, connaissance, savoir, tout ça, ça forme une seule et même chose. Oui. Ça, à parler des choses bizarres, c'est-à-dire que terre à terre. Vous avez aujourd'hui des enfants qui ne savent pas que quand ils se lèvent le matin, ils sortent de son lit, il faut dresser le lit. Ils ne savent pas. Il y a des filles qui ne savent pas que le premier geste d'une fille au réveil, c'est d'aller prendre sa douche. Ils ne savent pas. Est-ce que vous comprenez? Nos parents insistaient sur ces fondamentaux-là. Balayer sa cour. Le b.a.-ba de l'hygiène. Si vous n'êtes pas... En Europe, les enfants portent plainte aux parents. Hein. Si vous n'êtes pas... Si vous ne vivez pas dans un milieu qui est sain, vous allez tomber malade, non? Oui. Quand aujourd'hui, j'ai appris que le maire de la ville a sorti, je ne sais pas, j'ai vu un truc comme ça la nuit, un truc qui dit que si maintenant quelqu'un déverse des ordures dans un drain, il sera frappé d'une amende de 10 000. Mais quelle est cette culture que les gens ont de transformer les drains en poubelle, alors qu'il y a des bacs à ordures non loin d'eux? C'est seulement la facilité. Donc, il y a aussi une question de discipline. Oui. Aucune société ne peut émerger sans discipline. Oui. Nos sociétés n'ont plus de discipline. Chacun fait ce qu'il veut. Tout à l'heure, Christelle me dit, en Occident, vous grondez un enfant, il va se prendre la police, on vient vous chercher. C'est ce qu'il veut inculquer aujourd'hui aux Africains. C'est quoi ces sociétés? Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Mais surtout, il faut qu'on se dise que c'est l'homme qui doit être au cœur de préoccupations. Quand vous faites de l'homme un objet, et donc le centre de nos préoccupations, justement, on a de ces sociétés hybrides où on ne sait même plus où on va. Mais, je le dis souvent en passant, je vais insister là-dessus. Il faut que ces sociétés soient basées sur une préoccupation majeure, n'est-ce pas, de dompter la science. Ce que nous faisons là, c'est la science. Ce que le petit gars qui élève les chameaux fait là, c'est la science. Hein? Tout est science. Si nous sommes dans l'incapacité de dompter la science, nous serons des peuples qui seront toujours dominés. Vous avez vu, quand les Occidentaux sont venus, on leur a ouvert nos bras. Et ils sont venus avec, comme les Indiens disaient, les Indiens des Amériques, la canne qui tourne. Ils étaient passés à un niveau de science que peut-être qu'on avait, mais qu'on n'avait pas mis en expérimentation à ce niveau-là. Avec cette canne qui tourne, ils ont soumis tout le monde. Quand la nitroglycérine est venue plus tard, avec M. Nobel, bon, on lui donne le prix Nobel, il a organisé le prix Nobel alors que c'est lui qui a créé l'une des choses qui a commis le plus de ravages au monde. On a vu ce que ça donnait. L'homme doit revenir et l'Africain a cette mission-là. Peut-être que nous avons vécu tous comme l'Africain a vécu dans cette situation où il était ravalé au rang de la bête, il était, je ne sais pas, chosifié. Peut-être pour qu'il se rappelle de ce qui est de plus essentiel à fournir de nouveau à l'humanité. Mais pour cela, il faut d'abord que nous soyons dans des espaces qui sont bien encadrés, qui sont bien pensés, qui sont bien construits, avec une certaine discipline, pour pouvoir sortir le meilleur que nous avons de nous-mêmes. Mais nous sommes dans ces espaces qui sont charcutés, là, mis en charpie comme elles sont aujourd'hui, où chacun pense qu'à lui-même. Quand vous voyez les gens qui vaut par exemple 100 milliards, il n'a pas travaillé. Le gars ne vaut pas 100 milliards pour lui. Il vaut 100 milliards pour sa famille, pour ses petits-enfants, pour ses arrière-petits-enfants dont on ne verra même pas. Quelle est cette société-là? Tout à l'heure, on vous dit, en parlant du grand magicien Thoth là, il n'a pas besoin, c'est l'alchimiste, de stocker de l'or. Parce qu'il sait que s'il a besoin d'or,
la chimiste va créer de l'or. Ça veut dire qu'il faut toujours être dans une posture où on doit penser à l'autre. On doit savoir léguer aux générations futures quelque chose. Cela veut dire que l'altruisme a toujours fait partie, en tout cas, de la culture africaine. Nous sommes des altruistes par essence. Regardez comment on boit le vin de palme chez nous au village, excusez-moi. Regardez cette cérémonie, comment on boit le vin de palme. Quand on boit la bière en ville. Hein. Non, je parle du vin de palme. C'est une sagesse incroyable. Le gars qui a le rôle de distributeur de vin de palme, c'est une seule personne, ce n'est pas tout le monde. Et souvent, on prend le plus jeune de la bande. Et c'est dans le même... le même verre. Non, c'est pas un verre. C'est pas un verre. C'est pas un verre. Le même truc. Même gobelet de cocotier, si tu veux. Que tout se passe. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous estimons que nous sommes tous en bonne santé. On peut tous boire dans le même verre. OK? Et nous nous faisons mutuellement confiance. Et nous sommes solidaires. Nous sommes un. C'est ça l'explication de cette affaire-là. Et quand tu vas en brousse, tu saignes ton vin là-bas, tu le ramènes, tu attends d'abord que toute la communauté soit là pour qu'on puisse partager tout cela à la bonne franquette. Regardez comme les gens boivent aujourd'hui. Ils ont créé des espaces VIP pour les happy few. Les very important personnalities. C'est pas possible. C'est ça. C'est cet égoïsme-là. Et cet égoïsme-là, c'est à tous les niveaux, à toutes les échelles. On ne peut pas sortir les chiffres. Quand vous regardez la richesse mondiale, on vous dit que moins de 5% de l'humanité a l'équivalent de 95% de l'humanité en termes de richesse. Mais ça vous donne le vertige, hein? Ça veut dire qu'un seul individu aux États-Unis, un des Big Ten riches aux États-Unis, peut acheter complètement toute l'Afrique du Sud-Sahara en termes de richesse. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? C'est pour cela donc que ces gens-là ne peuvent pas comprendre que nous aussi, on estime être des êtres humains au même pied d'égalité qu'eux. Et quand ce poison est rentré dans la tête d'un individu, c'est ça qui crée le racisme, c'est ça qui crée l'apartheid, c'est ça qui crée toutes les divisions, toutes les fractures à la phase sociale et sociétale que nous connaissons. Et comme nous avons à la tête de nos États des élites qui ne pensent qu'à vivre comme les autres, ils ont tendance à reproduire, n'est-ce pas, ces schémas qui sont qui envoient l'humanité vers l'abîme. Quand ils les reproduisent, ils se comportent de la même façon aussi chez nous. Vous voyez des gens aujourd'hui qui parlent avec une condescendance incroyable, alors que remonter en arrière 40 ans plus tard, ils avaient des chics aux pieds. C'est des gars qui marchent avec des chics aux pieds. Aujourd'hui, parce qu'ils sont arrivés là par hasard, ils oublient d'où ils sont venus. Ils oublient qu'ils sont d'abord les enfants du peuple et ils se comportent comme des gens qui ont eu l'onction, je ne sais pas, de Jéhovah ou bien de Mohamed pour continuer à piétiner complètement les autres. L'Afrique n'avancera pas comme ça. L'Afrique n'avancera pas comme ça. Pour que l'Afrique redevienne l'Afrique, il faut qu'elle se réapproprie, j'aime ce thème-là, notre humanité. Il faut qu'on redécouvre notre histoire. Et quand on voit dans notre histoire ce qui a été bon, c'est vrai, l'intelligence est relative. Parce que, je le dis souvent, même pour mes amis les kémites qui sont souvent là, mais on ne va pas revenir à des temps anciens où quand un roi mourait, on l'enterrait avec ses serviteurs vivants. Ce n'est pas possible. Je serai le premier à m'opposer. Donc vous dites qu'il y a quand même des choses il y a des choses qu'il faut balayer dans notre culture parce que nous vivons dans une autre époque. Mais ce qui est essentiel, ce qui est fondamental dans cette culture, nous devons retenir ces choses-là. Et nous ne devons pas non plus donner l'impression que tout ce que les Européens, les Occidentaux font, tout est mauvais là-dedans, c'est faux. Ils ont fait des avancées parce que de toute façon, ils ont copié en Afrique. Ils sont un dérivé de l'être africain que nous sommes. Donc nous devons prendre ce qu'ils ont fait avec le niveau, n'est-ce pas, de discipline et d'acquis qu'ils ont eu, qu'on parte aussi de là pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, quand on définit un analphabète, on ne dit plus que c'est celui qui ne sait pas lire et écrire, mais c'est celui qui ne sait pas utiliser... C'est servi d'un ordinateur. Donc, mettons-nous au niveau de l'ordinateur et avançons. On ne va plus recommencer les campagnes d'alphabétisation avec l'école sous l'arbre. Si l'école sous l'arbre doit avoir lieu maintenant, il faut qu'il ait lieu avec les ordinateurs. Mais pour cela, justement, il faut que du point de vue des banques, on puisse avoir l'énergie électrique disponible partout. Messieurs, nous sortons. Hein. Et pour avoir ces énergies électriques, il ne faut pas qu'on ne fasse seulement le barrage de Wem pour raser complètement tous les villages du pays Bassa. Il faut qu'on pense autrement, qu'on réfléchisse autrement en alliant développement
n'est-ce pas? Et conservation du patrimoine. C'est quelque chose qui est très important. André Kisefang, avant de commencer à lire les messages des autres, on n'a plus que 9 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme j'aime souvent le dire, on a dit qu'il faut rentrer dans les fondamentaux, il ne faut pas oublier la culture, il ne faut pas oublier d'où on vient. Malheureusement, il y a plusieurs, à cause de la mauvaise éducation, ont oublié justement d'où ils viennent. Et il fut un temps où l'enfant appartenait à toute la communauté. C'est justement cette société individualiste que l'Occident nous a imposée. C'est-à-dire, chaque personne ne pense qu'à lui, à son nombril. Le nombrilisme primaire, comme certains aiment bien souvent l'appeler. L'Afrique a des choses, des acquis. L'Afrique a son éducation. Et vous ferez tout. Cette éducation-là ne va pas disparaître. Je peux bien m'habiller en costume et tout le reste, mais je ne vais pas oublier. D'où vous venez? Ce que mon grand-père, ce que mon père et toute la grande famille m'ont légué comme héritage. Et c'est pour ça que nous, les Africains d'un autre style, nous pensons toujours à rentrer au village. C'est l'Africain d'un autre style qui pense toujours, au lieu de, comme il est déjà à Douala, la prochaine étape c'est Paris, ou bien New York, ou bien et tout le reste. Moi, comme je suis déjà à Douala, la prochaine étape pour moi, c'est que dès que je finis à Douala, je rentre en Gelmundouka, dans mon village Miambon, pour aller m'asseoir, vous comprenez un peu, hein? Pour attendre, pour être en harmonie avec mon village, être en harmonie avec tout, donc apporter ce que j'ai reçu de Douala au village, vous comprenez un peu. C'est-à-dire, si j'ai la capacité de faire un forage, si j'ai la capacité de faire, de créer une école, ou bien des champs, ou bien de faire plein de choses pour mon village, je le fais tranquillement à cause des acquis que j'ai pu avoir à Douala. Voilà la bonne éducation. Mais on nous dit non aujourd'hui que non, attendez monsieur, si vous êtes déjà à Douala, la prochaine étape, ça doit être Johannesburg, ça doit être, bon, Johannesburg c'est en Afrique, ça doit être Londres, ça doit être Washington, ça doit être, donc, en fait, et pour que vous y arrivez, il faut avoir un capital, il faut avoir des moyens, il faut avoir plein de choses. Et vous voyez les Africains d'aujourd'hui, le matin, son petit déjeuner c'est le pain, beurre, chocolat, et tout le reste, et tout, fromage, et tout, jambon et tout, et tout. Allons-y rapidement pour sortir. Permettez, il faut que ça pénètre l'Africain qui nous écoute. Vous comprenez un peu ce message. Après, quand vous le voyez, vous lui dites, ah, comment vous allez? Oh non, je mange un petit déjeuner français, ou bien je prends un petit déjeuner comme un Français. Donc, son modèle de nutrition est calqué au modèle français. Alors que je savais, moi par exemple, qu'un bon déjeuner, c'est la nourriture qu'on a réchauffée le matin. Et quand vous mangez la nourriture qu'on a réchauffée le matin, vous avez toute une journée garantie où vous n'avez plus à vous plaindre de la famine. Vous pouvez travailler comme un éléphant. Vous pouvez travailler toute la journée. Vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez faire plein de choses. Mais on nous annonce. Faut importer le blé. Allez manger le pain, le café. Ah voilà. Pour que à midi vous ayez le lait. Pour que à midi vous ayez encore faim, pour que vous mangez encore, pour que à 14h, 16h vous ayez encore à manger. En fait, on veut nous transformer comme une société de consommation. On consomme tout. On consomme leur éducation, on consomme leur façon, leur culture, on consomme, la preuve en est aujourd'hui avec la télévision. Nous consommons tout ce qui vient de l'Occident. C'est-à-dire tous les télé, novelas et tout le reste là, l'éducation est là. C'est que non, voilà. Donc, l'Africain a tout ce qu'il a besoin chez lui et il faut simplement que nous prenions conscience que nous avons tout cela. Et il faut bien sûr que nous prenions conscience que nous avons tout ici sur le continent africain. Messieurs, je vais vous dire merci d'avoir été là ce matin, mais permettez-moi de lire les messages de certains de nos internautes ce matin. Bonjour, ces panélistes, à l'adresse de M. Ndom. Emmanuel Macron semble avoir raison sur un point. Le tsunami démographique du Niger déteint sur les pays limitrophes. Les jeunes Nigériens accablés de chômage se livrent à la migration pour survivre dans les pays comme le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, entre autres. Or, ces pays sont confrontés au même phénomène de pléthore démographique. Les prémices de confrontation à caractère
xénophobes peuvent très vite émerger, comme c'est encore le cas en Afrique du Sud. C'est Delano depuis le Togo. Il précise, merci Dr Soro pour avoir abordé la problématique des langues étrangères. Les Africains ont déserté leur langue pour s'adonner aux Français, dont la francophonie fait l'apologie à l'anglais à travers le Commonwealth ou encore à l'arabe par l'entremise de la religion financée à coups de pétrodollars. Bref, une constellation de machines de génocide, et il faut le dire, linguistique. Merci également à vous qui nous écrivez depuis le Togo. Bonjour les brillantissimes Ngos Ndom Soro Fanga, l'homme devait être au centre de nos préoccupations. Le noir a le devoir de se réapproprier son histoire, l'histoire tout court, car il est le précurseur de la civilisation humaine. Une question, comment mesurer l'impact de vos riches débats sur les populations? S'il y a colloques, conférences et autres, informez-nous s'il vous plaît. Max 11 depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun. Bonjour, moi c'est Cédric depuis Ndéré. Le débat est intéressant, mais il faudra comprendre une chose, tout c'est la base d'éducation commence à la maison avant de gagner la société. Merci à vous Eric, depuis Ndéré. Bonjour à vous, si oui, c'est Ngaoundéré. Bonjour à vous, s'il vous plaît. Comment faire pour avoir le contact de Monsieur Soro, l'historien? Je vous le donnerai dans un instant. Bonjour à vous en studio. Je dirais que l'école a perdu toute sa valeur. On est un pays qui fonctionne à l'envers. Comment pouvez-vous expliquer que ceux qui forment les enseignants, l'élite, la relève de demain, soient les plus marginalisés? Pire, même, ils tirent le diable par la queue. Alors, quelle image pour la nouvelle génération? C'est déplorable pour un pays qui se veut sérieux. Un bonjour spécial à ce panel riche en savoir, Steve, s'il te plaît. À quand les débats du dimanche sur DBS? C'est Brady. Il n'a pas donné l'avis, lui. Les débats du dimanche viendront dans les jours qui viennent, ne vous inquiétez surtout pas. Bonjour, monsieur Ngo, je voulais dire à ACF que Canal Plus est contre l'africanisme. Ils ont interdit DBS et Afrique Média de leur bouquet numérique parce que ces deux chaînes illuminent les Africains. Un seul mot continué, signé Godola Garvey depuis Marois. Philippe Yenou du Bénin sur DBS, vous êtes des thérapeutes, bénédiction divine à vous. Je voudrais vous demander de créer une association, un groupe DBS pour éduquer la jeunesse africaine dans tous les domaines de la vie. N'oubliez pas de me mettre dans cette association. Merci DBS. Merci également à vous Yenou depuis le Bénin. Bonjour à tout le panel, c'est Amadou Yerima depuis Marois. Je demande si Marois existe encore dans les cartes du Cameroun. Je vous parle comme ça de l'éducation, pourtant nous mourons de la misère. Parlez aussi de Marois, c'est Monsieur Fanga. On vous parle à vous, Monsieur Fanga, de parler justement de Marois. Bonjour à vous, la personne n'a pas laissé de nom. Salut DBS, c'est un grand plaisir de vous savoir tous. Bien portant ce matin, à mon avis, il nous faut un repli stratégique sur nous-mêmes, c'est-à-dire nous devrons réactiver tout ce qui a été désactivé depuis la pénétration étrangère, arabe et surtout occident. Mais avant toute chose, nous devons faire taire tous nos différents en Afrique. C'est Latifou Mola depuis Sodoké au Togo. Merci également à vous Latifou. Lionel de Bafan de l'ouest à l'ouest du Cameroun. Bonjour DBS matin. Très belle thématique. Monsieur André est très pertinent dans ses analyses. Les Africains doivent vraiment se réapproprier leur culture. C'est très important, nous dit Lionel depuis Bafan. Bonjour DBS matin et une salutation particulière au docteur Soro. Comment voulez-vous qu'on nous apprenne notre histoire alors que les manuels scolaires sont écrits et édités par les Occidentaux avec la complicité de nos dirigeants? Nous en avons parlé cette semaine, ne vous inquiétez pas. Je reviens toujours là. Je vais revenir également sur ce sujet dans les jours à venir. C'est Mohamedou depuis Garoua. Bonjour la grande famille, vous êtes très nombreux, il y a tous des messages qui sont en train de tomber. La grande famille de DBS, la matinale, c'est Thompson et Randé Pubedi. Pour ma part, il faut absolument une refonte totale de notre système éducatif de la maternelle jusqu'au sommet. Il nous faut notre propre langue pour nos échanges en Afrique, enseigner notre véritable histoire à nos enfants pour qu'ils sachent distinguer nos amis et surtout des bourreaux d'antan. C'est ce que nous dit d'abord Thompson Iran ce matin. Bonjour tout le plateau, bonjour spécial à monsieur Patient Parfum d'Homme pour le développement de l'Afrique. Il faut rompre avec les pratiques religieuses étrangères. C'est Stéphane depuis Dapaon au Togo. Bonjour DBS matin, Gabriel Mekwantou depuis Yaoundé. Excellent docteur Soro ce matin pour la thématique. J'aime vraiment vous écouter sur les questions aussi sensibles et je souhaiterais vous avoir dans un état où on vous confie l'éducation de la jeunesse. Mais n'oublions pas que tout cela passe toujours et aussi par l'alternance au sommet de l'État. Monsieur Ndom, vous êtes très objectif et cette Afrique a besoin plus que jamais de vous, mais avec des incapables, bon, c'est pas ça, qui sont au service de ceux qui leur maintiennent au pouvoir afin de se remplir les poches avec le peu qui nous reste. Nous pouvons
nous arriver il y a 38 ans, ce pays était sur les rails de l'émergence et faisait donc... Bon, d'accord, on vous a compris parfaitement. On va revenir avec vous. Monsieur Soro peut devenir ministre, on ne sait jamais. Bon, pour l'éducation, il faudrait qu'on vous confie l'éducation. Monsieur Soro, c'est ce que déclare notre téléspectateur ce matin. Bonjour DBS, juste pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous garde, longue vie à vous. Daniel, depuis le Togo. Bonjour, la DBS, quelle éducation pour l'Afrique? La jeunesse d'aujourd'hui a perdu ses valeurs dans l'éducation. Il n'y a plus d'éducation dans nos écoles. Tout est perdu. Vincent depuis Kara, au nord du Togo. Messieurs, permettez-moi de terminer. J'espère que la réaction va me permettre avec quelques secondes. Bonjour Dibia, je veux savoir le nom du Cameroun avant son baptême par Fernand Dopo. Voilà, nous ferons une édition. C'est un débat. Hein? C'est prévu. Le débat est prévu pour la semaine prochaine. Vous nous prenez de court, hein? Le débat est prévu pour la semaine prochaine. On dirait, vous ne répondez jamais, c'est pas sérieux. On dirait qu'on vous supplie pour un service. Non, on répond. Je suis en train de lire vos... On est en train de lire justement vos messages. Vous avez les messages écrits, je les lis. Bonjour à vous, merci à tous les panélistes. Merci à André Fanga pour son analyse. Ça me rappelle l'enfance au village Animaka à Kouété depuis le Togo. Pascal Parfendon, vous avez un truc à nous dire avant de partir, hein, avant de sortir de cette édition. Très rapidement, je fais une proposition par rapport aux langues. Oui. Parce que semble qu'on fait des débats en français, nous sommes dans la langue d'autrui. Alors, je dis les langues. Oui. Les langues qu'on doit utiliser en dehors des fausses langues qui nous ont été posées. Pour l'Afrique du Nord, je propose l'arabe et le tamakesh. Oui. Pour l'Afrique de l'Ouest, je propose le haoussa et le yoruba. Oui. Pour l'Afrique centrale, le lingala et le swahili. Oui. Et pour l'Afrique de l'Est et australe, le swahili. C'est pour un départ, avant d'arriver à une langue commune à tous. Ikoum Patrick, bonjour au panel, bonjour à tous. Des langues qui seront parties parler de Lionel Électrique, Hubert Parfait est un vieux. Discussion, je le sais, des Hector Achille Mengue nous dit longue vie à l'équipe de DBS la matinale et aux différents intervenants du jour. Que le Dieu de nos ancêtres vous garde maintenant et éternellement. Messieurs, il y a tellement de messages sur Facebook, hein. Ils sont tellement nombreux. Très vrai, messieurs, moi je mange les restes du matin et la nourriture africaine malgré 21 ans en Europe. Check Malcolm, c'est Justine Gombiem qui le dit, hein. Elle dit qu'elle mange les restes le matin. Elle est depuis 21 ans en Europe. Check Malcolm Radical dit quelle est l'origine véritable du nom Afrique, s'il vous plaît. Ça, c'est un débat. Je vous ai dit, je vous l'ai promis pour la semaine prochaine. On parlera bien sûr du Cameroun. Comment est-ce qu'on appelait le Cameroun avant justement Fernand Dopo, qu'il a déclaré d'ailleurs que c'est le Rio de Scamarouès, alors la rivière des crevettes. Comment est-ce qu'on appelait le Cameroun avant? Nous reviendrons également à comment on appelait justement l'Afrique. C'est notre devoir de mémoire de parler justement de l'Afrique. Nous sommes là pour vous. André Kissel Fanga, merci d'avoir été là ce matin. Pascal Parfendo, merci également. Direction Izeka, c'est ça? En principe. Docteur Soro, merci également. Je pense que direction c'est Izeka ce matin. C'est le père de la nation. Voilà. Pour donner quelque chose de culture, d'initiation et surtout pour faire face aux ennemis qui ne dorment pas. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et n'oubliez surtout pas, vous pouvez nous proposer des sujets, si vous le voulez bien sûr. Vous avez justement notre numéro de téléphone WhatsApp quand vous voulez. Mesdames, messieurs, bonne journée à toutes et à tous. Bon week-end et surtout pas d'excès. Au revoir.